dernier round de cette série de cours. On va résumer toutes les questions d'élasticité en parlant d'abord de ce qu'est un problème élastique, comment ça se pose, et aussi comment on le résout. Voilà. Ah, voilà, ça ira mieux comme ça. Bien. Alors, un problème d'élasticité, c'est d'abord un certain nombre de données. Alors, la première chose qu'on se donne, c'est un solide déformable, et on le donne dans sa forme de référence, puisque sa forme actuelle, on ne la connaît pas. Bon, donc c'est un truc que j'ai appelé D0, un domaine matériel, indice 0, parce que c'est à l'instant initial. Et en cas d'anisotropie, donc vous devez aussi définir en chaque particule de ce domaine initial quelle est l'orientation de la direction d'anisotropie. Alors bon, souvent c'est quelque chose d'uniforme, mais c'est pas obligé. On peut avoir des corps déjà formés avec des directions d'anisotropie variables suivant la particule qu'on considère. Et aussi éventuellement le ρ0 de P, c'est-à-dire que la masse volumique n'est pas forcément uniforme non plus. Et la température, pourquoi pas. On peut très bien partir d'un état initial à température uniforme. Bon, c'est quand même plus rare. On prend comme forme de référence en général un truc à température uniforme. Bon, il faut vous donner un modèle de comportement élastique. Là, j'ai plus rien à vous dire. Vous savez les construire. C'est-à-dire donc une liste de variables d'état scalaires, l'expression des fonctions d'état en fonction de ces variables d'état scalaires, donc, dont en particulier l'énergie interne qui intervient dans l'équation de la chaleur. Voilà. Les lois de comportement mécanique, donc F sigma, c'est-à-dire sigma en fonction des variables d'état, et la loi de comportement thermique, c'est-à-dire Q en fonction des variables d'état aussi. Donc voilà. Ça, maintenant, c'est donné, c'est-à-dire qu'on suppose que vous avez un modèle qui reflète correctement le comportement de la matière, du solide que vous voulez étudier. Donc maintenant, c'est donné. Il faut préciser les sollicitations extérieures, mécaniques et thermiques. Alors, dans ces sollicitations extérieures, je reviendrai tout à l'heure de manière un petit peu plus précise là-dessus, vous avez les actions à distance. Alors les actions à distance, le F0M que j'ai mis, c'est les actions mécaniques à distance. Disons, la plupart du temps, la gravitation, et puis même la gravitation terrestre seulement pour les problèmes ordinaires. En général, quand on calcule de la résistance d'un pont, on ne tient pas compte de la gravité solaire ni lunaire, mais si vous vouliez faire modéliser les marées, par exemple, sur les océans ou même sur la Terre, eh bien, il faudrait certainement en tenir compte. Parce que là, ça ne serait plus du tout négligeable. Et des actions de contact sur les frontières du domaine matériel que vous étudiez. Donc, vous aurez des actions mécaniques. Donc, ce que j'ai noté, Fs comme surface, des forces de surface, c'est-à-dire c'est des newtons par mètre carré ou des pascals. Et Qs ext, c'est les flux thermiques que vous imposez à la frontière. Par exemple, vous chauffez avec le soleil, pourquoi pas, à un côté du pont. Donc ça vous fait un flux thermique qui vous arrive dessus, et clairement, ça va faire changer les températures dans le tablier du pont, parce qu'il y a un côté au soleil, un côté à l'ombre. Donc le Qs, c'est le flux thermique imposé, éventuellement. Et vous pouvez aussi imposer, je les ai mis à part, vous allez voir pourquoi, des déplacements. Par exemple, vous dites le déplacement est nul. Bon, c'est ce que tout le monde appelle un encastrement, quelquefois. Ou imposer des températures aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des frontières thermostatées. Donc voilà le genre d'action de contact, des forces et des flux thermiques, ou bien des déplacements imposés et des températures imposées. Et les valeurs de ces conditions aux limites lorsque vous avez t égale 0, c'est ce qu'on appelle des conditions initiales.
hein. Donc, a priori, les conditions limites, je les ai mises fonction du temps ici, parce que je considère un problème général, évolutif, elles peuvent varier en fonction du temps, évidemment. Hein. Voilà. Bon. Alors, je vais rappeler aussi quelques petites choses de cinématique pour vous montrer que, en fait, tout peut se ramener à un petit nombre de variables, et c'est ça qui est important de voir. Hein. Donc, je rappelle que grand F, c'est le gradient lagrangien des positions actuelles. C'est quelque chose qu'on a vu en cinématique. Hein. Et comme la plupart des gens, et les logiciels aussi, hein, ne parlent pas des positions actuelles, mais parlent plutôt du déplacement, c'est-à-dire la différence entre la position actuelle et la position de référence. Donc on peut l'écrimer aussi en fonction du déplacement. Hein. Donc le grand F s'exprime en fonction du déplacement. Ça, c'est de la cinématique élémentaire. S'il le faut, vous allez réviser. Bien. Grand B, le tenseur de déformation s'exprime en fonction de grand F. Donc, en fonction des déplacements. D'accord? Ou en fonction des positions actuelles, comme vous voulez. Pareil. Hein. Mais bon, la tradition est de parler en déplacement, mais vraiment, moi, je ne vois pas de différence. Hein. C'est bon. Voilà. Grand D, le tenseur des taux de déformation, on le voit apparaître aussi dans les équations. Eh bien, il est fonction de grand F, donc fonction des déplacements et des dérivés des déplacements. D'accord? Ensuite, les directions d'anisotropie sont des fonctions, les directions d'anisotropie actuelles, hein, sont des fonctions de grand F et de la direction d'anisotropie initiale. Direction d'anisotropie initiale connue. Grand F, fonction des déplacements, donc c'est fonction des déplacements ou des dérivés de déplacement, etc., et des gradients de déplacement. Hein, d'accord? Ou l'expression du grand N aussi, c'est la même chose. Hein, c'est simplement exprimer le tenseur grand N au lieu du tenseur petit n tensoriel petit n. Bon, ça c'est pareil. Je rappelle aussi que dans les équations, on a des gradients eulériens, des divergences eulériennes, et que la relation entre un gradient eulérien d'une quantité psi quelconque et le gradient lagrangien d'une quantité psi quelconque, eh bien, c'est celle-là. C'est des trucs qu'on a démontrés en cinématique. Hein. Donc, il y a encore un grand F qui intervient avec les déplacements, etc. La dérivée temporelle d'un gradient lagrangien, c'est le gradient lagrangien de la dérivée de psi. Donc ça aussi, c'est des trucs de cinématique que je rappelle, hein, parce qu'on aura besoin de passer de l'un à l'autre lorsque on va travailler les équations, et surtout leur résolution. Hein. Voilà. Donc, la conclusion de toutes ces formules, hein, c'est que toutes les grandeurs qui interviennent dans les équations que j'ai écrites, les lois de comportement, les variables d'état, tout, hein, les variables d'état, c'est les variables cinématiques et la température, hein, eh bien, elles s'expriment en fonction des champs matériels inconnus, Txt ou bien Tu, comme vous voulez. Ça, c'est important à voir. Bon, alors donc ces substitutions-là, vous devez imaginer, mais on ne le fait pas, c'est les machines qui vont le faire, sauf dans les problèmes académiques, évidemment. Hein. Ces substitutions, il faut les penser, c'est-à-dire que quand vous verrez les équations différentielles que je vais écrire tout à l'heure, eh bien, en fait, c'est des équations différentielles en faisant tous ces remplacements, et c'est des équations différentielles en T et U. Et c'est tout. D'accord? Donc, pour tout connaître sur l'état actuel d'un solide, il faut connaître sa température actuelle et ses positions actuelles ou son champ de déplacement actuel. Vous voyez? Après, tout le reste s'en déduit avec les formules que je donne là. Hein? Donc, en fait, les inconnues principales du problème, c'est trouver un champ de température, trouver un champ de position actuelle ou de déplacement, comme vous voulez, hein, et le reste s'en déduit. Donc les équations différentielles du problème s'écrivent toujours en T et U comme inconnues principales. D'accord? Donc il faut le voir mentalement, parce que j'ai absolument pas le courage, et puis personne ne le ferait, de prendre les équations du problème et puis de faire tous les remplacements avec la loi de comportement, etc. Vous voyez? Bon. Bien. Donc ça, c'est câblé dans les logiciels. Ou alors dans les problèmes académiques où on a des formes très simples, des hypothèses simplificatrices, etc. Enfin, les trucs qu'on pose en examen. Quoi. Voilà. Alors, quelles sont les équations? Bon, vous avez la conservation de la masse. Donc ça,
on a résolu le problème complètement pour les solides, c'est-à-dire que c'est même plus une équation différentielle. Pour les fluides, ça en reste une, parce qu'on n'a pas de ρ0, hein, et puis on n'a pas de concept de déformation, on n'a pas de grand F. Hein. Donc, mais pour nous, on a un grand F, on a une forme de référence à partir de laquelle on peut mesurer des déformations. Et donc, en fait, cette équation est résolue, c'est-à-dire que chaque fois que je verrai un ρ dans les équations, eh bien, je vais le remplacer par ρ0, connu, hein, divisé par le déterminant de F, qui est, lui, fonction du déplacement, etc. Bon. Alors, déterminant, vous voyez la formule, hein, c'est bon, c'est quand même... La mécanique de Newton... Je le rappelle aussi, on l'a vu ça dans les équations générales, c'est divergence eulérienne de sigma, hein, plus ρ à remplacer par ρ0 sur déterminant de f, et le f0m, c'est-à-dire l'action de l'extérieur, l'action à distance, hein, donc les gravitations le plus souvent, hein, est égal à ρx point point, c'est-à-dire l'accélération, hein, donc, ou que vous pouvez écrire, alors donc le ρ, vous le remplacez, et puis donc le ρx point point, vous pouvez l'écrire ρu point point, c'est pareil, hein, la dérivée seconde du déplacement ou la dérivée seconde de la position, c'est la même chose, puisque la différence, c'est x0 qui est une constante en fonction du temps. Voilà. Ça, c'est les équations de la mécanique de Newton, hein, en se rappelant que sigma, il y a une loi de comportement, d'accord ? Donc, qui va être fonction de t, b, nt, donc fonction de u. Compliqué sans doute, mais voilà. La loi de comportement, là, on n'a plus le choix, elle est donnée, hein, ça fait partie du modèle. Donc, ça, c'est le comportement mécanique. Ensuite, vous avez le premier principe de la thermodynamique, la conservation de l'énergie, hein, donc qui s'écrit comme ça. Le ρ, comme d'habitude, on le remplace par ce qu'il y a en haut, en rouge. Cette équation différentielle est une équation différentielle scalaire, contrairement à l'équation de la mécanique qui est une équation différentielle vectorielle. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a 4 équations différentielles, 3 pour la mécanique et une pour le principe de la conservation de l'énergie. Bien, avec Q qui est donné par la loi de comportement thermique. Hein. Là aussi, on a vu, bon, ça fait partie du modèle que vous êtes en train de traiter. D'accord ? Bien. Le second principe, on n'a plus à en parler. Parce que, en fait, il est normalement, si vous avez bien construit votre comportement, le second principe est automatiquement vérifié, on l'a construit, dans toute évolution. D'accord ? Donc, c'est un problème réglé. Il n'y a plus à écrire le second principe quand on a choisi un comportement. Le comportement doit respecter le second principe. Dans toute évolution, on l'a construit comme ça. D'accord ? Donc, cette inégalité, dans l'expression d'un problème d'élasticité, elle n'apparaît plus. Hein, il n'y a plus besoin. C'est automatiquement respecté par le comportement que vous avez choisi. D'accord ? Donc, plus de second principe dans un problème d'élasticité, c'est réglé. Bien. Alors, les conditions limites du problème. On va les discuter un petit peu parce qu'il y a quand même des choses à dire là-dessus. Donc, prenons une frontière actuelle du solide déformable, et c'est là-dessus qu'on va poser les conditions limites, sur la frontière actuelle, pas sur des zéros. Hein. Sur des zéros, en général, il n'y a rien. Hein. Parce qu'à l'instant initial, on n'a pas d'action. Hein. Donc c'est sur dt, hein, ici. Et donc, on appelle P', c'est pour distinguer de P, les particules de la frontière, quoi, les particules qui sont sur la surface limite de notre solide. Hein. Donc, alors, vous avez le champ inconnu imposé à la frontière. Alors j'appelle champ inconnu les inconnus principales dont je viens de parler, c'est-à-dire les températures et les positions actuelles, ou les déplacements. Hein. Donc ça s'appelle des conditions dites de Dirichlet. Il faut faire cette distinction parce que d'un point de vue traitement des conditions limites, ça va avoir une importance. C'est pour ça que je précise ça. Hein. Donc, alors, les conditions de Dirichlet, bon, c'est des déplacements ou des positions imposées. D'accord ? Ici, bon, j'ai écrit en termes de déplacement. C'est-à-dire que le déplacement d'une particule de la frontière, P', hein, est égal à une valeur imposée. Hein,
US, S c'est le déplacement de surface, hein, et à l'instant T, a priori, parce qu'on peut imposer à un solide un certain déplacement en fonction du temps, si on veut. D'accord? Bien. Ou des températures imposées. Voilà, c'est-à-dire donc sur les deux champs inconnus, U et T. D'accord? Ça, c'est des conditions aux limites dites de Dirichlet. On pose des conditions, des valeurs imposées sur les deux champs inconnus, U et T. Ensuite, vous avez des conditions imposées à la dérivée normale à la frontière, qu'on appelle des conditions de Neumann. Ça, ces noms-là, c'est les noms qui sont donnés par les mathématiciens qui traitent les systèmes d'équations différentielles. Hein. Et donc, nous, en mécanique, ça se traduit par une contrainte imposée. Alors, pourquoi c'est une dérivée normale? Vous voyez, vous vous rappelez, sigma, c'est le tenseur des contraintes. Hein. Il est fonction des déformations. Et ces déformations sont des dérivées spatiales du champ de déplacement, donc de l'inconnu principal U. D'accord? Donc en fait, c'est fonction des gradients de U ou des gradients de XT. Et donc, sigma, c'est un gradient. Hein, et appliqué à la normale NT, donc ça signifie que c'est une condition limite imposée sur la dérivée des inconnues principales et la dérivée normale des inconnues principales. Vous voyez? Est-ce que vous voyez le sens de ce que je dis, la différence entre ces deux conditions limites? Soit vous imposez une valeur aux inconnues principales TU, soit vous imposez une valeur à la dérivée normale, c'est-à-dire à certains gradients, point n, donc la dérivée normale, c'est-à-dire dans la direction n à la surface, d'accord? Et donc là, ça vous donne en mécanique donc la force extérieure de surface, d'accord? Ou bien un flux thermique imposé, c'est le même raisonnement. Le Q, c'est le courant de chaleur. Il est fonction du gradient de température. D'accord? Et c'est ce courant de chaleur scalaire n, c'est-à-dire le gradient de température scalaire n, hein, qui me donne donc la dérivée normale de la température. D'accord? Donc ça, c'est les conditions de Neumann. Si avec ces deux-là, ça serait trop simple. Hein. En fait, dans les problèmes pratiques, on a aussi des conditions limites qui se posent comme des relations entre les inconnus et leur dérivée normale. Alors en mécanique, ça se traduit comme ça. Hein. Donc, on appelle ça des conditions limites mixtes. Hein. En mécanique, par exemple, vous auriez une fonction f3, voilà, une relation, hein, entre sigma.n, c'est-à-dire le fs, c'est-à-dire l'effort extérieur, et le déplacement. Hein. Donc typiquement, c'est un appui souple. Hein, vous avez envie de tenir compte du fait que votre solide est en relation avec un appui souple. S'il est par exemple un appui souple linéaire, genre ressort, eh bien vous allez dire que l'effort et le déplacement sont reliés par une relation linéaire. Bon, moi je mets F3, elle n'est pas forcément linéaire. D'accord? Hein? Donc ça, c'est des choses qui arrivent souvent en mécanique. Hein? Qu'on a notre corps dont on veut étudier le comportement et en relation avec un extérieur qui n'est ni totalement rigide, ni totalement libre, mais un ressort, par exemple, ou un appui souple, on va dire, une fondation souple. D'accord? Et donc, on a l'équivalent en thermique aussi. C'est une relation entre le flux thermique à travers la surface et la température de la surface. Vous voyez? Donc ça représente des fuites thermiques. Hein. C'est-à-dire que vous dites, ah bah oui, tiens, j'ai la température de surface de mon solide, c'est tant, et à telle température, j'ai un flux thermique qui va aller dans l'air, qui lui est plus froid ou plus chaud, peu importe, hein, avec un coefficient qu'on appelle souvent grand H ou petit h, hein, qui fait qu'il y a une certaine fuite thermique à cause de la température de surface de mon solide qui n'est pas la même que la température extérieure. Donc c'est l'équivalent d'un appui souple, en fait, pour la mécanique. Hein. C'est-à-dire une relation entre le flux thermique et la température de surface. Vous voyez?
Si la température de surface est élevée, vous allez avoir un flux thermique sortant. Si elle est plus basse que l'air ambiant, par exemple, vous allez avoir un flux thermique entrant, etc. Hein. Et donc ces conditions c'est des conditions courantes dans les problèmes industriels. Hein. C'est vraiment, si vous voulez calculer un bloc moteur, vous avez évidemment des flux thermiques, hein, parce qu'il y a de la circulation d'air à l'intérieur du moteur, il y a de la circulation d'eau à l'intérieur du moteur aussi, et donc vous avez des flux thermiques qui sont fonction de la température de surface de votre solide. D'accord ? Voilà. Donc, des conditions limites mixtes. Et en fait, c'est quand on veut traiter un problème industriel correctement, le plus couramment, c'est des conditions mixtes. C'est-à-dire qu'on veut refléter l'extérieur d'une manière plus fidèle qu'avec des idéalisations comme des encastrements ou des choses comme ça. Vous voyez ? Voilà. Bon. Et ensuite, pour les problèmes non stationnaires, on doit donner les conditions initiales. Hein, c'est-à-dire comment c'était à l'instant t égale 0. Hein, voilà. Bon. Donc vous devez donner des champs inconnus initiaux imposés. Hein, donc vous dites le déplacement à t0 c'était ça. Voilà. Donc vous donnez le champ de déplacement à t0. Hein. Alors bon, souvent on pense que c'est 0, mais non, pas vraiment, parce qu'en fait il arrive assez souvent dans les modélisations que vous repartez d'un état que vous avez calculé dans une première simulation, puis vous prenez cet état-là pour faire une autre simulation. Donc l'état initial, en fait, n'est pas forcément aussi trivial que 0. Hein, tant pour les températures que pour les déplacements. Bon, donc il y a une chose qui est très importante quand on pose les questions de conditions aux limites, et ça c'est d'origine mathématique, c'est que en une particule, les conditions limites que vous posez doivent être d'un seul type. Soit Dirichlet, soit Neumann, soit mixte, mais pas les deux. Hein, soit d'un seul type parmi les trois types que j'ai donnés. En fait, je vais donner une interprétation mécanique de ça, par exemple. Hein. Supposons que vous imposiez sur un solide un certain déplacement. Bon, eh bien, vous ne pouvez pas, à ce même endroit, imposer une force. Parce que la force qu'il faut pour obtenir ce déplacement, ça sera la solution du problème. Vous voyez ? Pour les températures, c'est pareil. Hein. Donc, pas possible d'imposer à la fois une force et un déplacement en une particule. Soit l'un, soit l'autre. Vous voyez ? Si vous imposez l'un, l'autre sera la solution du problème. Quelle est la force qu'il faut que je mette pour obtenir ce déplacement? Ou quel est le déplacement que j'obtiendrai si je mets telle force? Vous voyez? Donc je donne ici une interprétation mécanique de cette condition mathématique. Hein. Les conditions sur une partie de la frontière peuvent être, ou même en une particule seulement, mais même une partie de frontière, vous pouvez mettre que l'une de ces conditions et pas les deux. Hein. Soit Dirichlet, soit Neumann, soit mixte. Pas possible d'avoir de ces deux types. Cette condition que j'exprime là, elle est souvent exprimée d'une manière extrêmement pénible dans les cours d'élasticité, avec des projections sur des axes, etc. En fait, c'est le résumé extrêmement succinct et correct des conditions limites. Si vous posez des conditions limites en trop, eh bien c'est simple, il n'y a pas de solution. Hein? Voilà. Alors donc il faut y faire attention, vous risquez de ne pas avoir de solution. Si vous posez des conditions limites en moins, c'est moins grave, vous aurez une infinité de solutions. Mais si vous en posez trop, il n'y a pas de solution. D'accord? Bien. Donc voilà pour les conditions limites. La résolution. Les difficultés. Alors bon, vous les avez pressenties en voyant tout ce que j'ai exposé d'avance. Hein. Vous avez 4 équations aux dérivées partielles, 3 pour la mécanique, 1 pour l'équation de la conservation de l'énergie. Et elles sont couplées. Vous vous rappelez, hein, j'ai qu'à les écrire et puis éventuellement les développer mentalement. Vous verrez que dans toutes les équations, j'ai des déplacements et des températures. Vous voyez ? Donc elles sont couplées et profondément couplées. Hein. En général non linéaire, vous l'avez vu passer, il y a une non-linéarité qui échappe à tout le monde, c'est qu'il y a des ρ.
et que ces ρ, ils se transforment en ρ0 sur kV, et rien que ça suffit hein, pour avoir des kV qui sont fonction des déplacements en dénominateur. Hein. Ça met en l'air la linéarité de toutes les équations. Donc, alors après, on fait des hypothèses comme ρ égale ρ0, machin, etc. pour linéariser, mais a priori, ça ne l'est pas. Hein. Donc, les 4 équations, donc c'est l'équation de mouvement, là, 3 équations, et équation de la chaleur. Donc, quand on a un système d'équations différentielles non linéaires, eh bien, l'existence et l'unicité sont rarement démontrées, et même sont souvent... Alors, souvent, non, je ne peux rien dire, je n'ai pas de statistiques, mais ça ne veut pas dire que ça n'est pas démontré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelquefois des solutions uniques. Hein. C'est possible, hein, mais ce n'est pas démontré. Voilà, c'est tout. Hein. Alors donc, il n'y a que votre intuition physique qui veut vous aider là-dedans. Hein. Alors, bon, je cite un exemple très bête. Hein. Vous faites un essai de traction, vous tirez sur une éprouvette, vous pouvez raisonnablement penser que la solution va être unique. Hein. Mais changez les conditions limites et faites une compression sur la même éprouvette, et la solution n'est plus unique. Peut-être à partir de certains rangs, vous savez qu'il va se produire du flambement, et ce flambement, il va se faire à gauche, à droite, on n'en sait rien, etc. Vous voyez ? Rien qu'en changeant les conditions limites d'un système d'équations différentielles qui n'a pas changé. Hein, il peut y avoir unicité ou pas unicité. D'accord ? Bon, en tout cas, on n'a pas, sauf pour quelques cas, hein, on n'a pas de démonstration d'unicité. En plus, il peut y avoir des bifurcations, c'est-à-dire que c'est unique pendant un certain moment, c'est le cas du flambement par exemple, hein, vous ne comprimez pas trop fort, bon, ben, ça va bien, puis après, ben, ça ne va plus. Hein, il y a au moins 2 solutions, et encore là, je ne parle que du flambement des poutres, hein, mais on peut avoir des pièces bien plus compliquées. Hein. Bon, donc possibilité d'existence de bifurcation, c'est-à-dire flambage, hein, ça s'appelle comme ça en mécanique. Hein. Et pire, quelquefois, infinie sensibilité aux conditions initiales. Ça, c'est pathologique. Parce qu'en fait, quel que soit le beau calcul que vous allez faire, dès l'instant où c'est infiniment sensible aux conditions initiales qui, elles, sont forcément chargées d'incertitude, eh ben, votre calcul n'a véritablement aucune valeur prédictive. Voilà. Hein. C'est pathologique. Ça n'arrive pas tout le temps, hein, mais ça peut exister. Vous voyez ? Bon, alors, si je reprends l'effet de la compression, la sensibilité aux conditions initiales, bah, c'est important parce que si vous décalez un peu votre compression, la base de la compression par exemple, eh ben, là, ça va se comporter complètement différemment de la solution théorique que vous obtenez si les deux compressions sont bien opposées, bien alignées. Hein. Ça va changer totalement l'allure de la solution. Vous voyez ? Donc là, on a une forme d'instabilité aux conditions initiales qui, pour les pièces élancées, ça va se produire. Pour les pièces non élancées, ça ne va pas se produire. Donc vous voyez que ça dépend des données du problème. Hein. Vous pouvez comprimer sans mal un gros cylindre qui a la même hauteur que son diamètre, mais si vous comprimez un fil de fer, le problème n'a pas changé, il n'y a que les conditions qui ont changé, hein, les dimensions qui ont changé, et ça va très mal se passer. Vous voyez que les problèmes d'équations différentielles, même linéaires, hein, parce que dans le cas des poutres c'est linéaire, hein, eh bien, posent des difficultés. Hein. Donc, si j'attire votre attention sur ces questions, c'est que vous devez garder dans le résultat d'un calcul, même analytique, hein, un esprit critique. Hein. Donc, si vous faites un calcul analytique de compression d'une pièce cylindrique, vous ne verrez jamais l'instabilité se produire. Hein, si vous allez continuer, et pourtant, voilà, seulement il n'y a pas unicité de la solution à partir d'un certain rang, il y a un certain déterminant qui s'annule au moment du calcul, là, bon, voilà, il faut y regarder de près. C'est-à-dire que l'analyse de stabilité n'est pas donnée dans les équations que j'ai données. Hein, il y a les équations d'équilibre, enfin, pardon, de mouvement, hein, et la conservation de l'énergie, et on n'a rien étudié sur le comportement vis-à-vis de perturbations. Vous voyez ? Voilà. Donc,
on ne sait pas souvent, en fait, quand on traite un problème, si la solution est unique, stable, etc. Alors, pour les problèmes stationnaires, on essaye de se simplifier la vie. Qu'est-ce que c'est qu'un problème stationnaire? C'est un problème où je cherche une solution indépendante du temps. Hein? C'est la plupart du temps ce qu'on appelle classiquement un problème d'élasticité, mais en statique. Hein? C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la solution de mon problème, hein, qui ne dépend pas du temps. Donc je ne cherche pas à faire l'évolution en fonction du temps pour arriver à ma solution finale. Je cherche à satisfaire mes équations en disant ça ne varie pas par rapport au temps, c'est-à-dire que j'annule toutes les dérivées particulières, je les mets à zéro. D'accord? Donc ça, c'est rechercher une solution stationnaire. Hein, et ça nous simplifie la vie un peu, bien sûr, puisque ça va simplifier les équations. Vous mettez toutes les dérivées particulières à zéro. Hein, donc y compris, par exemple, le grand D, qui est une vitesse de déformation, c'est zéro aussi. Vous voyez? Bon, alors donc ça va simplifier les équations, c'est clair. Hein. Donc on annule toutes les dérivées particulières dans les EDP. Et deuxièmement, les conditions aux limites, eh bien, elles sont indépendantes du temps aussi. C'est-à-dire que ce sont ce qu'on pense comme les conditions aux limites finales. C'est-à-dire que quand on est arrivé à l'équation stationnaire. Hein. Donc ça simplifie les choses, évidemment. Hein. Bien. Mais même ça, la solution analytique est rarement possible parce que bon, les équations sont toujours non linéaires quand même si vous avez viré quelques dérivées particulières, il reste des termes non linéaires. Hein, et à part les problèmes académiques où on travaille sur des cubes ou des cylindres et avec des lois de comportement extrêmement simplistes et difficilement supportables telles que la loi de Hooke, hein, eh bien, on n'arrive pas à résoudre le problème analytiquement. Bon, alors donc, pour les problèmes évolutifs, donc, alors si on ne résout pas analytiquement, on a quand même un moyen, heureusement, vous êtes né dans le bon siècle, hein, il y a les méthodes numériques. Hein. Mettez-vous à la place de ceux qui n'avaient pas d'ordinateur il n'y a pas si longtemps. Hein, et qu'ils étaient en fait obligés, et ça justifie des choses comme la loi de Hooke, ils étaient obligés de changer de problème en fait, hein, pour aboutir à des problèmes qu'on savait résoudre manuellement, puisqu'il n'y avait pas de moyens numériques. Enfin, il y avait des moyens numériques, mais alors il fallait des batteries de calculateurs. Ça a existé. Hein, les gens à la NASA ont commencé avec les ordinateurs et au début, ils n'avaient pas d'IBM. Hein, et donc, ils avaient des batteries de calculateurs, c'est-à-dire des gens qui faisaient le boulot d'un ordinateur à la main. Hein, voilà. Hein. Bon, donc les méthodes numériques ont existé avant les ordinateurs. Hein. Bien. Donc, on cherche l'évolution temporelle des champs dans les problèmes évolutifs. Donc là, on remet les dérivées particulières à leur valeur. Il y en a, quoi. Il y a une dérivée par rapport au temps. Hein. Donc cette fois-ci, on cherche des champs en fonction de l'espace et du temps. Hein. Alors c'est évidemment plus compliqué. Hein. Alors donc les conditions limites sont en fonction du temps dans ce cas-là. Les conditions initiales, il y en a, il faut les prendre en compte. Hein. Et la solution analytique est encore plus rarement possible dans le cas d'un problème évolutif que dans un problème stationnaire. Deuxièmement, je voudrais peut-être enlever une idée naïve que les gens peuvent avoir, c'est que quand on traite un problème évolutif, c'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce qui se passe en fonction de l'évolution des champs, donc répartition spatiale, en fonction du temps, hein, eh bien, on n'aboutit pas forcément à un problème, à une solution stationnaire, et même jamais. Hein. C'est-à-dire, on pourrait croire naïvement que je dis, tiens, la solution stationnaire, c'est quand j'ai attendu suffisamment longtemps, je ne veux pas regarder ce qui se passe entre deux. Bon, mais en fait, ça ne marche pas en élasticité, parce que ça ne s'amortit jamais. Il faut traiter des problèmes inélastiques pour qu'on puisse espérer atteindre au bout d'un temps infini une solution stationnaire. Hein. En élasticité, ça ne marche pas. Ce que vous allez avoir, c'est des propagations d'ondes, des vibrations, hein, et qui ne s'arrêtent pas parce que le problème élastique ne prévoit pas que ça s'arrête en fait. Il n'y a pas d'amortissement. D'accord ? Bon, donc, ça ne converge généralement pas vers un équilibre final. C'est ce que je voulais souligner. Hein. Ça serait naïf de croire que je vais traiter un problème évolutif. Non seulement j'aurai l'équilibre final, mais aussi les temps intermédiaires. Ben non, pas de chance.
hein. Parce que quand vous remettez les dérivées particulières, et notamment le U point point, ce que vous allez voir, c'est les propagations d'ondes, de perturbations dans le solide, etc. Et ça s'appelle des vibrations ou de l'acoustique. Vous voyez? Bon, donc c'est important de penser ça. Bien. Alors, je vais vous présenter quelques illustrations numériques, mais non. Quelle heure est-il? Ouais. Non. Je vais, avant de présenter les illustrations numériques, je pense qu'il est préférable que je parle des éléments finis, c'est-à-dire de voir comment on procède, et puis après, je montrerai les résultats de ces essais. Donc, je vais glisser sur les éléments finis. Bien. Alors là, on ne fait plus du tout de mécanique. On a nos équations, on a nos conditions limites initiales, et c'est un problème de mathématiques qu'on se pose, hein, équations non linéaires, etc. Et donc la plupart du temps, la méthode la plus courante pour l'instant, me semble-t-il, c'est la méthode des éléments finis, enfin en tout cas c'est celle dont je vais parler. Bien. Alors, première étape pour bien comprendre la méthode des éléments finis, hein, voilà les équations que je dois résoudre. Vous les reconnaissez. La première ligne, c'est 3 équations différentielles, c'est les équations de mouvement, et imaginez bien que je n'ai pas fait tous les remplacements, hein, que c'est bien des équations qui sont très compliquées à écrire en fonction du déplacement et de la température, hein, avec toutes les substitutions dont j'ai parlé. La deuxième équation, vous la reconnaissez aussi, c'est l'équation de mouvement, l'équation de la conservation de l'énergie, hein, qui, elle, est une équation scalaire, hein, à traiter aussi. Alors, le théorème fondamental sur lequel est basée la méthode, c'est celui que je vais écrire et que je ne vais pas démontrer, ou tout au moins démontrer dans un seul sens, hein. Voilà. C'est équivalent à, quel que soit G et H. G et H. G, c'est une fonction, donc un champ vectoriel arbitraire, pour n'importe quel champ arbitraire, et petit h, c'est n'importe quel champ scalaire. À vrai dire, j'aurais pu l'énoncer autrement, mais bon, c'est parce que j'ai voulu séparer les deux équations, hein. Sinon, si je regarde mes 4 équations différentielles que je ne veux plus voir de mécanique, hein, j'ai dit j'ai 4 équations différentielles, donc je vais prendre un champ dans R4, arbitraire dans le domaine. Voilà. Bon, allez, je garde un petit peu d'idée de mécanique, mais ce n'est pas nécessaire. Bon. Donc, c'est des champs matériels arbitraires. L'un vectoriel, l'autre scalaire. Donc, c'est en fait un vecteur arbitraire dans R4, si vous préférez. Voilà. Alors, j'ai l'égalité suivante. Vous regardez l'intégrale que je viens d'écrire, c'est sur le domaine actuel, dt, hein. Ce qui est en rouge, c'est l'équation qu'il y a au-dessus. Et ensuite, dans l'intégrante, je fais un produit scalaire avec mon champ arbitraire G. J'ai écrit des descriptions de l'air ici, parce que j'ai une intégrale sur le domaine actuel, et que je n'ai pas le moyen de décrire les champs autrement que l'intégrale sur domaine actuel, c'est forcément la description de l'air, puisque c'est l'intégrale sur les particules qui sont actuellement à l'intérieur du domaine. D'accord? Bien. Donc j'écris ça plus ça. Le deuxième terme en rouge, vous reconnaissez la deuxième équation, et elle est multipliée par le champ arbitraire H. D'accord? Et donc, c'est égal à 0. Alors, c'est cette équivalence qui est fondamentale dans la méthode, hein. Alors, l'implication, elle est triviale. Je l'ai détaillé dans le polycopier, c'est-à-dire que c'est simple, vous avez une équation différentielle. Bon, oui, si vous faites le produit scalaire avec un champ arbitraire, si c'est égal à 0, l'équation différentielle est égale à 0, le produit scalaire va être égal à 0, quel que soit le champ arbitraire que j'ai pris, et l'intégrale aussi va être égale à 0. C'est trivial, ça, hein. Pareil pour l'autre. Bon, mais rendre 4 équations différentielles avec une seule équation scalaire, parce que ça, c'est une équation scalaire, comme vous pouvez le constater, hein, eh bien, ça n'est équivalent, c'est bien équivalent, mais avec le quel que soit G et quel que soit H. C'est-à-dire que cette égalité d'intégrale sur dt qui doit être égale 0, quelles que soient les fonctions G et H arbitraires. C'est ça l'essentiel. Et la démonstration de la réciproque, elle, n'est pas triviale du tout, hein. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher un bon bouquin d'analyse numérique,
ou même d'analyse fonctionnelle pour voir des démonstrations propres de cette réciproque. Hein. Donc on travaille dans des espaces de Hilbert, c'est-à-dire c'est les fonctions qui sont définies sur le domaine dt, l'ensemble de toutes les fonctions qui sont définies sur le domaine dt, c'est un espace de Hilbert, c'est-à-dire un espace vectoriel de dimension infinie. C'est-à-dire qu'on est incapable d'énumérer une base sur toutes les fonctions qui sont définies sur le domaine dt. Donc quand on travaille sur ce genre de truc, il faut faire des mathématiques soignées, hein, sinon on dit rapidement des bêtises. Bon, alors, bon, je passe les détails, vous voyez, disons que on définit un produit scalaire dans ces espaces bizarres de toutes les fonctions, et donc c'est grâce à la définition de ce produit scalaire qu'on arrive à démontrer l'équivalence. Hein. Bon, c'est-à-dire que, voilà, ouais, bon. Je ne vais pas en dire plus, sinon ça m'emmènerait trop loin. Je donne quelques détails, je crois, dans le polycopier sur la démarche générale de la démonstration, mais seulement une démarche générale. Il faut vraiment aller lire un bouquin d'analyse fonctionnelle pour écrire les choses proprement. Bon, en tout cas, donc, vous admettrez que c'est équivalent. C'est-à-dire que j'ai le droit de transformer mon problème et de dire respecter les 4 équations différentielles ou bien respecter cette équation scalaire nulle, quel que soit G et H, c'est équivalent. Donc, je préfère ce problème pour cette deuxième formulation du problème pour résoudre les éléments finis. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la formulation intégrale. Mais on va la travailler un peu, parce que pour l'instant, elle n'est pas encore tout à fait adaptée. Alors la première chose que je fais, c'est d'utiliser une généralisation de l'intégration par partie. Alors regardez, je regarde les termes en rouge sur la scène du dessus. Donc l'intégrale de divergence de sigma point G. Alors, c'est équivalent à ce que je viens d'écrire. Ça, cette transformation d'intégrale, elle est démontrée dans le poly. C'est une conséquence du théorème de la divergence. Donc, bon, c'est des mathématiques ordinaires, d'analyse ordinaire tensorielle. Hein. Donc, c'est équivalent. Donc, cette partie de la première intégrale, je la remplace par ça. Alors, donc, vous voyez que c'est une intégrale de volume plus une intégrale de bord sur la frontière du domaine T. Et ça m'intéresse de faire apparaître ça, c'est une équivalence mathématique hein, pour l'instant. Hein. Ça m'intéresse de faire apparaître ça parce que vous voyez apparaître un sigma.n qui m'intéresse pour les conditions limites. D'accord ? Bien. Le reste, je le laisse tranquille, ça je le recopie, je n'ai pas besoin de le transformer. Ensuite, je fais la même opération avec le divergent eulérien de Q, scalaire H, c'est pareil, j'ai la même hypothèse, j'ai la même transformation d'intégrale, donc généralisation de l'intégrale par partie, c'est-à-dire une intégrale sur le volume et une intégrale de bord. Voilà. Donc ça aussi, c'est démontré dans le poly, cette équivalence d'intégrale. Hein, voilà. Et puis le reste, je le laisse tranquille. Bon, alors ça c'est intéressant, j'ai dit, pourquoi j'ai fait cette transformation? C'est parce que je vois une partie des conditions limites qui apparaissent. Hein. Alors donc, alors c'est évidemment égal à 0, bien sûr. Bon. Alors celle-là, je la laisse tranquille, je ne lui fais rien pour l'instant. Là, j'ai l'intégrale sur la frontière actuelle hein, de G sigma.n. Et sigma.n, sur la frontière, j'ai deux parties de frontière. Je vais la couper en deux morceaux virtuellement. Hein. J'ai des parties de frontière où j'impose une condition de Neumann, c'est-à-dire une force. D'accord ? Donc cette partie de frontière où il y a des forces, eh bien c'est la première intégrale que j'ai écrite avec le Fs en rouge que vous voyez. Hein. Et puis le reste, bah, je le laisse, c'est-à-dire que là, je n'ai pas de condition de Neumann, donc ce terme-là, bah, je le laisse comme ça. D'accord ? Bien. Ensuite, là, ce terme-là, j'y touche pas. Ensuite, là, je n'y touche pas non plus. Et là, pour le terme suivant, vous suivez en rouge dans la ligne du dessus. Là encore, j'ai une intégrale de frontière sur laquelle j'ai un Q scalaire n. Donc, il y a la partie de frontière où j'ai un flux imposé, et puis le reste de la frontière où, bon, bah, je le laisse comme ça. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant avec cette introduction des intégrations par partie, c'est que j'ai réussi à tenir compte des conditions aux limites de Neumann. Et seulement celle-là. D'accord ? Bien. Et puis donc le reste, je le recopie sans rien changer. Bon, je ne suis pas encore tout à fait content, parce que ces intégrales-là,
eh bien, c'est les intégrales sur le domaine actuel, hein, avec les valeurs actuelles, des conditions limites, etc. D'accord? Et je ne connais pas le domaine actuel, donc il faut faire les changements de variables nécessaires pour ramener ces intégrales sur le domaine dt à des intégrales sur le domaine des zéros. Hein? C'est un changement d'intégrale tout bête. Hein? Vous avez l'habitude de faire ça pour calculer des intégrales sur des domaines bizarres. Par exemple, quand vous calculez l'intégrale pour calculer le volume d'une sphère, par exemple, hein, eh bien, vous écrivez avec les bonnes variables une intégrale somme de 0 à r, somme de θ égale de 0 à 2π, et puis somme de phi de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. C'est-à-dire que vous ramenez une intégrale sur une sphère à une intégrale sur un cube, hein, sur r, 2π et pi. Hein, de moins pi sur 2 à plus pi sur 2. Voilà. Bon, ben là, c'est pareil. On fait la même chose. Changement de variable pour ramener ces intégrales sur le domaine actuel à des intégrales sur le domaine de référence des zéros. Bon. Alors, pour la première, ben, ça s'écrit comme ça. J'ai écrit la formule générale de changement de variable des intégrales pour les intégrales de volume et pour les intégrales de frontières dans le polycopier, mais donc vous pouvez reconnaître des choses quand même. Qu'est-ce qu'on fait pour faire le changement d'intégrale? Eh ben, on donne une description en fonction de x0 et de t, et puis on transforme le dv. Hein. Alors donc ici, eh bien, vous voyez que j'ai remplacé sigma e par sigma l. J'ai écrit dans les parenthèses le gradient eulérien en fonction du gradient lagrangien, parce que je ne saurais calculer que des gradients lagrangiens, parce que j'aurai les solutions en description de Lagrange. Hein. Et puis le dvt qui se transforme en déterminant de f dv0, bah oui, c'est la dilatation volumique, si vous voulez une interprétation cinématique de ça. Hein. C'est la dilatation volumique. Bon, voilà. Donc j'ai maintenant écrit cette intégrale sur dt en intégrale sur le domaine des zéros. C'est des mathématiques, changement de variable d'intégrale. Hein. Voilà. Et là, c'est la même chose, mais pour une intégrale. Pardon, tiens, je m'aperçois qu'il y a une boulette. Sur la ligne du dessus, j'ai mis un. Non, c'est un DST. Non, je voyais mal, pardon. Donc oui, c'est une transformation de DST sur DS0. Ça, c'est de la cinématique. Hein. Donc voilà, bon, on l'écrit comme ça. Donc GL, FL, et puis la relation entre DST et DS0, eh ben, vous irez voir en cinématique, on a déjà écrit ça il y a longtemps en cinématique, hein, eh bien ça s'écrit avec le déterminant de F, norme de F moins T, etc. Bon, voilà. Alors vous voyez que les équations se compliquent hein, à chaque fois, parce que F c'est fonction de U, etc. Donc même si on avait du linéaire avant, là c'est foutu. Hein. Quand on a un déterminant de F, c'est... voilà, bon. Et puis, bon, bah, pour les autres, on fait pareil, hein, je vais aller plus vite, mais simplement, il faut comprendre qu'on transforme toutes ces intégrales sur le domaine actuel et sur les frontières actuelles en des intégrales sur le domaine de référence et les frontières de référence. C'est des changements de variables et c'est tout. Hein. Voilà, donc j'ai tout écrit. Hein. Ce qu'il faut voir, donc, c'est que maintenant, grâce à ces changements de variables, vous voyez que mes inconnus t et u sont en description de Lagrange. Hein, c'est-à-dire que ma solution, c'est en description de Lagrange, et heureusement, hein, parce que sinon, je ne saurais pas l'exploiter. Hein. Et donc, j'aurai la valeur t décrit en Lagrange, u décrit en Lagrange, hein, c'est-à-dire en fonction de x0 et de t. Hein. Donc, les particules sont identifiées par leur position de référence. Et donc, cette égalité doit être égale 0, quel que soit GL et HL. GL et HL, c'est les descriptions de Lagrange des champs arbitraires que j'ai donnés précédemment. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est gagné. C'est-à-dire que maintenant, j'ai une équation qui est un peu lourde, là. Bon, c'est vrai, mais en fait, c'est l'ordinateur qui va faire toutes les substitutions, etc. C'est pas vous. Hein. Et donc, ceci doit être égal à 0 avec les champs arbitraires, quel que soit GL, quel que soit HL. Et cette équation-là est strictement, complètement équivalente au système d'équations différentielles que j'ai donné là-haut. Et en plus, j'ai avancé un petit peu, j'ai tenu compte des conditions de Neumann. En revanche, je n'ai pas encore tenu compte ni des conditions de Dirichlet, ni des conditions mixtes. Hein. Donc, les conditions de Neumann sont prises en compte. Il reste à traiter les autres. Et on va les traiter, évidemment. Hein. D'accord? Voilà. Bon, donc la démarche est simple.
Le théorème d'équivalence tout en haut, hein, ça c'est à admettre, ou moi, disons que l'implication est triviale, mais la réciproque l'est beaucoup moins. Hein. Ensuite, petite transformation d'intégrale pour faire apparition des conditions de Neumann. Hein. Donc, petite transformation d'intégrale. Et ensuite, encore une transformation d'intégrale pour ramener les intégrales sur le domaine actuel à des intégrales sur des zéros. Hein. Donc, ce qui me permet comme ça d'avoir la description de Lagrange des champs. La dernière transformation, c'est écrit souvent dans les bouquins, je le cite parce qu'ils appellent ça hautement des formules de transport, je crois, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais en fait, rien, c'est un changement d'intégrale. Enfin, un changement de variable dans les intégrales, et c'est rien de plus. Voilà. C'est parce qu'ils veulent donner des interprétations plus ou moins fumeuses sur les termes qu'on a dans les intégrales sur des zéros. Voilà. Hein. Bon, mais bon, on n'a absolument pas besoin de ce genre de choses. D'ailleurs, j'ai dit, je ne fais plus de mécanique, là, je fais des mathématiques. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'interpréter G et H, hein, qui, en l'occurrence, pourraient s'appeler des déplacements virtuels, et ce n'est pas l'usage, mais des températures virtuelles, pourquoi pas. Hein. Bon, voilà. Bon, je passe. Bien. Alors, donc, formulation intégrale, je continue, mais il faut qu'on traite maintenant les conditions de Dirichlet et mixtes que nous n'avons pas traitées. Les Neumann, ça y est, on les a prises en compte. Hein. Alors, en fait, ce qu'on va faire, c'est le point de vue le plus simple. Je ne dis pas que c'est le point de vue général. Hein. En général, enfin, dans beaucoup d'exposés élémentaires sur la méthode des éléments finis, on ne parle pas des conditions mixtes. Hein. On ne parle que des conditions de Dirichlet. Alors, les conditions de Dirichlet, je rappelle, c'est des conditions des valeurs imposées sur les champs inconnus. Hein. Alors, il y a moyen de dire, bon, bah, je vais imposer aux champs inconnus de respecter les conditions de Dirichlet, comme ça. Donc, je ne prends plus n'importe quel champ arbitraire, mais je dis qu'il doit respecter les conditions de Dirichlet. Bon, c'est une manière spéciale. On n'est pas obligé de faire ça. Moi, je vais le traiter comme les autres. Et en fait, souvent, c'est traité comme ça sans qu'on l'avoue. Hein. Donc, voilà les conditions limites qui me restent. Vous voyez les deux premières lignes, eh bien, c'est les conditions aux limites portant sur les champs inconnus, c'est-à-dire que j'ai U moins U imposé égale 0, et T moins T imposé égale 0, et puis les deux autres, c'est les conditions mixtes, avec F3 et F4, bah, c'est vous qui les posez, hein, c'est des choses données. Donc, je les considère comme des équations supplémentaires, c'est-à-dire je dis, bah oui, j'avais mes équations différentielles, j'ai réussi à les résoudre, et puis là, bah non, j'ai pas, en fait, j'ai mes 4 équations différentielles plus ces équations supplémentaires à résoudre. Voilà, c'est simple. Hein. Et donc, bah, on va utiliser toujours le même théorème. Hein. Donc, quels que soient les champs arbitraires que je viens de nommer, hein, donc K1, K2, K3, K4, eh ben ça s'applique sur vecteurs, enfin, c'est soit des vecteurs, soit des scalaires, suivant les 4 équations qu'il y a là. Eh bien, l'intégrale sur le domaine actuel, sur la frontière actuelle, puisque ça s'écrit sur la frontière, évidemment. Hein, c'est des conditions limites. Plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, c'est-à-dire les 4 équations qu'il y a là, multipliées par les champs arbitraires, eh bien, c'est égal à 0, quel que soit un K2, K3, K4, qui sont des champs matériels surfaciques arbitraires. Vous voyez ? Dans certaines conditions, pour les gens qui veulent faire de la mécanique quand ils font de la mécanique numérique, hein, ils donnent une interprétation à ces coefficients arbitraires, mais ce n'est pas nécessaire non plus. Hein. Je passe sur les interprétations. Et donc, comme d'habitude, là, c'était des intégrales sur les frontières actuelles. Je vais faire les changements pour ramener ces intégrales à des intégrales sur la frontière de référence. C'est les mêmes changements de variables que tout à l'heure. Hein. Bon, alors je les écris un peu plus vite. Voilà, le DST, ça s'écrit comme ça, en rouge, là, etc. Bon, voilà. Donc, en fait, vous voyez que pour tenir compte des équations supplémentaires que je viens d'introduire, eh bien, il suffit de rajouter les intégrales que je viens d'écrire à la formulation intégrale précédente. C'est des équations en plus à résoudre. Hein. Voilà. Donc, en fait, on ajoute tout ça et on obtient une formulation intégrale qui tient compte de toutes les conditions limites. Neumann a été traité spécialement par transformation d'intégrale, et puis les autres conditions limites, eh bien, on les traite comme ça. Hein. Voilà.
Alors, j'ai maintenant une formulation qui est complètement équivalente à mon problème complet, c'est-à-dire les équations différentielles et les conditions limites. Toutes les conditions limites se ramènent à une formulation intégrale où on fait la somme de tout ça. Je n'ai pas recopié la somme, hein, vous pouvez imaginer que les intégrales qui sont en bas de la page ici doivent s'ajouter à la formulation intégrale que j'ai précédemment. Hein. C'est comme si j'avais en fait traité toutes les équations d'un coup. Hein. Voilà. Différentielle ou pas. Bien. Bon, voilà la formulation intégrale du problème. Maintenant, comment on fait pour résoudre ce problème? Parce que pour l'instant, j'ai transformé, mais il s'agit de faire une approximation de la solution de cette formulation intégrale, hein, que vous verrez écrite sous 36 000 formes, théorème des puissances virtuelles, des travaux virtuels, et puis tout ce que vous voulez. Hein. Tout ça, c'est pareil, ça... Bon. Mais j'ai décidé de ne plus faire de mécanique dans cette partie. Bien, alors, on va faire ce qu'on appelle une discrétisation spatiale, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher la solution exacte de notre problème, on va chercher une solution approchée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, je passe rapidement, hein, c'est de la technique ordinaire. On construit sur le domaine des zéros. C'est sur le domaine des zéros, puisque tous mes champs inconnus vont être écrits en description de Lagrange. Donc, c'est sur ce champ, sur ce domaine-là, que je cherche mes champs inconnus. Hein. Donc, on construit sur les zéros une famille que j'appelle f-pol. F, donc une fonction, une famille de fonctions, polynomiale, parce que c'est généralement ce qu'on choisit, hein, c'est pas obligatoire, définie par morceaux et déterminée par des valeurs au nœud de chaque maille. Alors là-dessus, c'est de la technique. Hein, si vous voulez des détails, j'ai écrit un cours d'éléments finis il y a longtemps, mais qui explique comment on peut faire. Mais en fait, à vrai dire, vous n'avez pas trop à vous en soucier. Il suffit de savoir qu'on peut faire un maillage, et que sur ce maillage, on peut définir des fonctions polynomiales. Et voilà, c'est dans cette famille de fonctions polynomiales définies sur le domaine, par morceau, que je vais choisir ma solution approchée. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Bien. Alors, donc, les interpolations polynomiales que je définis sur chaque maille, hein, donc je les appelle key-bars, hein, et sont souvent polynomiales de degrés faibles. Bon, environ, quand on traite des problèmes tridimensionnels, il faut au moins de degré 3, donc, mais on peut faire moins, quoi. Bon, dans les problèmes plans, on prend des degrés 2, voire de degré 1, voire de degré 0. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout interdit d'approcher une fonction par des constantes par morceau, par élément, quoi. Hein. C'est tout à fait possible d'approcher une solution. Il suffit que les éléments soient suffisamment petits, hein, et vous approchez votre solution de toute façon. Hein. La solution exacte n'a aucune chance d'appartenir à ça. C'est-à-dire que c'est toujours... d'abord, on ne la connaît pas, mais il n'y a aucune raison que ce soit des polynômes par morceau. Hein. Bon, donc, voilà. Et alors, bon, souvent dans les logiciels, c'est de continuité C0, c'est-à-dire qu'on se débrouille pour que les polynômes de deux éléments voisins aient les mêmes valeurs sur la frontière. Ça aussi, ce n'est pas du tout obligatoire. Hein, parce que je viens de citer un exemple. Si par exemple on dit constant par élément, ça ne se raccorde pas aux frontières, mais on arrivera bien à approcher la solution. Hein. C'est simplement qu'elle ne sera pas belle, mais c'est tout. Hein. La continuité C0, on sait le faire, on sait construire des polynômes qui se raccordent. Bon, on ne va pas s'en priver, c'est bien. Hein. Sauf que ça sera C0, donc on aura des températures et des déplacements continus. Mais de toute façon, les déformations et les contraintes ne seront pas continues, parce que s'il y a continuité des valeurs, il n'y a pas continuité des dérivés, donc des gradients. Et de toute façon, on aura une description discontinue des contraintes et des déformations. C'est inévitable. Hein, si on prend des polynômes. Voilà. En plus, bon, les polynômes, c'est la manière la plus courante, mais en fait, on n'est pas obligé. Il y a des gens qui veulent faire avec des splines, voire avec des fonctions sinusoïdales, etc. C'est des choix arbitraires, c'est-à-dire qu'on change la famille de fonctions dans laquelle on cherche des solutions. C'est tout. Hein, voilà. Bon. Donc, je reste assez générique. Bon, alors donc, chaque champ
de fpol, de toutes les fonctions définies sur le domaine, des zéros, hein, est engendré par n champs de base, c'est-à-dire que comme c'est élément par élément, en fait, il suffit que je donne des valeurs au nœud pour générer une fonction qui couvre tout l'espace. Hein. Et donc, en fait, je peux dire que chaque champ peut s'écrire comme ça. Vous avez des valeurs au nœud j multipliées par des polynômes de base qui sont psi j. Hein. Donc, c'est une sorte d'espace vectoriel, en fait, mais de dimension finie, celui-là, hein, qui est égal au nombre de nœuds, tout simplement. C'est-à-dire que vous donnez des valeurs au nœud, hop, vous avez une fonction. D'accord? Voilà. Donc, ça s'écrit comme ça, où les psi j, donc les fonctions de base, ça vaut 1 si le nœud si le numéro de j de la fonction est égal au numéro du nœud, hein, et 0 ailleurs. Comme ça, vous allez avoir des fonctions, des sortes de fonctions chapeau, quoi, qui sont nulles partout, sauf sur un nœud. Vous voyez? Voilà. Donc, voilà comment l'ensemble des fonctions dans lesquelles je vais choisir mes solutions, c'est là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'il faudra choisir des valeurs au nœud qui vont bien pour approcher mes équations. D'accord? Et donc, je tape dans fpol pour chercher mes solutions approchées. Donc, c'est là qu'on fait une approximation et qu'on peut dire formulation faible, comme on l'entend quelquefois. C'est vrai que, parce que maintenant, j'ai remplacé quel que soit G et H, les fonctions arbitraires, et puis les autres, K1, K2, K3, etc., c'était vraiment pour n'importe quelle fonction, et bien maintenant, je veux dire, c'est pas pour n'importe quelle fonction, c'est seulement pour les fonctions de fpol, et pour les fonctions psi j de fpol. Voilà, c'est ça qui change. On a remplacé le quelles que soient toutes les fonctions par certaines fonctions. Hein. Donc on va chercher toutes les fonctions dans fpol, mais certaines seulement. Le quel que soit est remplacé par quelque chose dans un ensemble fini. Voilà. Donc, pour un problème stationnaire, commençons doucement. Quelle est l'approximation? Donc, on fait la discrétisation spatiale seulement, parce que je fais un problème stationnaire et il n'y a pas de temps. Hein, bon, voilà. Donc, pour chaque champ inconnu, donc, description de Lagrange des températures, description de Lagrange des déplacements, hein, on cherche les champs T bar L, description de Lagrange approximative, hein, on cherche donc une solution approchée, et les U bar correspondant ici, appartenant à fpol. Hein. Donc on cherche une autre approximation aussi, c'est qu'on ne cherche plus dans toutes les fonctions définies dans le domaine, mais seulement dans fpol. Hein. Donc c'est forcément approché, parce qu'il n'y a aucune raison que la solution exacte soit dans ces champs-là. Hein. Voilà, en remplaçant la condition quel que soit GL par quel que soit xi bar. Et ce quel que soit xi bar, en fait, vous voyez bien que c'est en fait quel que soit psi j, puisque j'ai qu'à faire varier j'ai qu'à prendre tous les psi j possibles avec des quel que soit, donc quel que soit v, et donc je vais obtenir tous les champs possibles, comme ceci. Bon, ce qui est important de voir, alors donc un petit exemple de remplacement pour la première des intégrales de la formulation intégrale, là, juste une, hein, je ne vais pas les faire toutes, c'est le logiciel qui fait ça. Donc vous voyez, là j'ai une intégrale sur D0 de sigma L, gradient de L, etc. Bon, vous voyez que j'ai remplacé sigma L par F sigma, mais de T bar L, U bar L, c'est-à-dire que je cherche donc fonction du déplacement approché. Hein. Le gradient de G, eh bien, je dis gradient lagrangien de xi bar, c'est-à-dire que je vais prendre n'importe quel xi bar qui est donc défini aussi avec avec les valeurs en nœud arbitraires, etc. Là, j'ai remplacé le f-1 par G plus gradient de U-1, et puis voilà, et puis ensuite le déterminant de f, c'est le déterminant de G plus gradient de U bar, voilà, bon, etc. Bon, qu'est-ce que vous voyez quand je remplace U bar, enfin, donc TL, c'est forcément une fonction des valeurs au nœud multipliées par les fonctions de base. Les U bar, c'est pareil, c'est les valeurs en nœud multipliées par les fonctions de base, mais suivant les trois composantes 1, 2, 3. Hein. Bon, quand j'écris tout ça, quel que soit psi k, c'est pour des valeurs psi k arbitraires, eh bien j'obtiens une équation par psi k arbitraire, c'est-à-dire k équation, k est le nombre de nœuds, hein, et j'obtiens donc 4n équations algébriques. Hein.
parce que j'ai calculé toutes les intégrales, et ces intégrales ne sont pas trop difficiles à calculer, c'est technique, c'est des intégrales bon, peu importe la méthode qu'on utilise pour calculer ces intégrales, que ce soit la méthode de Gauss, ou même pour certains problèmes où il n'y a pas de dénominateur, finalement, c'est des intégrales de polynômes exactes, hein, vraiment, et qu'on pourrait calculer exactement si... Bon, là je rentre dans la technique. Si on n'utilise pas la méthode des éléments de référence. Si on utilise la méthode des éléments de référence, on a des fractions rationnelles à intégrer. Et là, c'est plus compliqué. Je ne dis pas, d'ailleurs, les fractions rationnelles à intégrer, on sait encore le faire. Hein, mais il faudrait décomposer en éléments simples, etc. On pourrait faire des calculs exacts, analytiques, hein, pour les calculs de ces intégrales. On préfère en général les calculer approximativement avec la méthode de Gauss, par exemple. Bon, bien, donc ça, c'est des questions techniques. Hein. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'à la fin, en ayant calculé toutes ces intégrales et en ayant gardé les inconnus U1L, etc., et puis TL, hein, eh bien, j'ai les valeurs au nœud de ces champs qui restent comme inconnus. Et donc, j'ai 4n équations à 4n inconnus. Alors, donc, toutes les techniques, là, ça, c'est des techniques de programmation, de rangement du système d'équations, etc. Tout ça, je ne veux absolument pas évoquer ça. C'est le problème des informaticiens. Hein. Mais, en revanche, il y a un problème de numéricien qui se pose, c'est que j'ai 4n inconnus, puisque j'ai 4 grandeurs, avec chacune n valeurs au nœud, hein, et 4n équations. Et ces équations sont algébriques. Ce ne sont pas des équations linéaires, hein, sauf dans des problèmes qui sont hyper simplifiés. Hein. Donc, en fait, c'est compliqué à résoudre. Hein. Des équations algébriques non linéaires, c'est-à-dire que vous avez des carrés des inconnus qui apparaissent. Hein. Pensez à la méthode que vous allez utiliser, par exemple, pour résoudre un système de 2 équations à 2 inconnus du second degré. Vous voyez? Rien que ça. Hein. Voilà. Bon, là, c'est 4n. Hein. Et le degré, ben, j'en sais rien, ça dépend des lois de comportement que vous avez prises. Hein. Donc, algébrique, pas linéaire. Hein. Voilà, il faut résoudre ça. Alors, les matheux savent faire ça, quand même. Ils ont des méthodes. Hein. Alors, avec des côtés rigoureux et des côtés heuristiques. C'est-à-dire que dans un tel système, pensez toujours à mon système de 2 équations du second degré, savoir si la solution est unique ou pas, hein, s'il en existe ou s'il n'en existe pas. Vous voyez que rien que pour ce petit système de 2 équations à 2 inconnus mais du second degré, c'est déjà pas simple. Donc là, il y a des parts heuristiques là-dedans. Si on a des méthodes pour converger, qui sont censées converger vers une solution, alors les méthodes Newton-Raphson, etc., je ne veux pas rentrer là-dedans, hein, mais on a des méthodes. Mais la garantie de convergence, bah, ce n'est pas assuré, hein, et l'unicité non plus. Vous voyez? Ça, c'est le problème. Hein. Donc, on a bien des méthodes numériques qui marchent bien et puis qui sont utilisées comme ça. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que quand vous posez un problème comme ça, il y a de fortes chances que vous trouviez une solution parce que normalement, vous avez posé un problème qui est physiquement sensé. Donc, je ne parle pas des problèmes de conditions limites. Mais la transformation du problème qu'on fait, hein, c'est-à-dire transformer ce problème d'équation intégrale avec un quel que soit, et puis le transformer avec après une discrétisation, c'est en fait un peu un autre problème, quand même. Hein. Et donc, le fait que vous n'ayez pas trouvé de solution ne veut pas dire que, le problème que vous avez posé avant discrétisation n'en avait pas. Hein. Pas confondre les deux choses. Là, on a un problème algébrique à résoudre, hein, et bon, quand tout se passe bien, on arrive à trouver une solution. Hein. Voilà. Mais quand vous en avez trouvé une, premièrement, vous ne savez pas s'il y en a plusieurs. Hein. Alors ça, il n'y a pas moyen de le savoir parce qu'on n'a pas de théorème sur un problème aussi compliqué pour savoir si la solution est unique ou pas. Si on en avait un, on le vérifierait évidemment. Hein. Donc, on ne sait pas. D'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure, dans mes illustrations, j'ai construit un petit bout pour vous montrer que quand on pose un problème avec plusieurs solutions, ben on en trouve une. Voilà. Hein. Mais il y en a plusieurs, on le sait physiquement. Hein. Voilà, bon. Donc 4n équations algébriques, hein, et dont les inconnus sont les valeurs au nœud de mes 4 champs, voilà, à n nœuds. Hein.
Bon, voilà. Alors, j'ai été très vite ici, parce qu'il y a plein de petits problèmes, comment on fait l'émaillage, comment on fait les méthodes de Delaunay, des choses techniques. Hein. Comment on construit FPOL, c'est des trucs, bon, un peu techniques. C'est assisté par les logiciels. Hein. Le maillage, on le fait assez facilement, on peut le guider, tout ça. Mais voilà le principe de la méthode. Alors, une fois que vous avez vos valeurs approximées, là, portée, U, etc., on en déduit tous les autres champs utiles en utilisant les formules de substitution que j'ai données tout à l'heure. Hein, vous avez U, donc vous avez gradient de U, donc vous avez F, donc vous avez B, etc. Avec un truc quand même qu'il faut savoir, on n'insiste pas souvent assez, on arrive assez bien. Pourtant, on a dû vous le dire quand on fait des interpolations, etc. On vous donne des points de mesure et puis vous interpolez. Bon, très bien. Mais si vous calculez les dérivés des interpolations, vous pouvez faire des erreurs importantes parce que ça dépend énormément de la manière dont vous avez interpolé. Vous voyez ? Donc là, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est-à-dire que quand on va calculer les déformations, qui vont être des gradients du champ de déplacement, il y a le gradient de t aussi, et puis après les contraintes qui sont fonction du gradient des déplacements, donc plus de b, f, etc. Voilà, bon, il faut penser que l'erreur n'est pas maîtrisée. Voilà, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a une solution sur t et u, même sur t et u, on ne sait pas borner l'erreur d'ailleurs, il n'y a aucun théorème qui me dit que la méthode d'éléments finis vous garantit une erreur à l'avance, donnée à l'avance, aucune. Hein. On sait une seule chose, c'est que quand on raffine le maillage, on s'approche de la solution, mais on ne sait pas de combien. Donc on sait qu'en raffinant, on s'approche de la solution, mais on ne sait toujours pas à quelle distance on est de la solution, c'est-à-dire il n'y a aucun théorème qui me dit voilà la taille de maillage que je dois prendre pour obtenir une solution, une précision donnée à l'avance. Ça, on n'a pas. Hein. Bon. Alors, il faut être conscient de ces petits problèmes quand on pratique la méthode des éléments finis, quoi. Et on a souvent tendance à les oublier parce qu'on fait marcher le logiciel, on regarde les couleurs rouges et puis c'est tout. Hein. Il faut quand même, voilà, en tout cas, moi j'insiste sur la méthode de comprendre où sont les difficultés et la compréhension qu'il faut en avoir. Ça, c'était pour les problèmes stationnaires, c'est-à-dire qu'on n'a fait que la discrétisation dans l'espace. D'accord ? Maintenant, on va voir comment on traite les problèmes temporels, c'est-à-dire je ne fais plus sauter les dérivées particulières dans mes équations. Bien. Alors, pour un problème non stationnaire, donc on fait une discrétisation temporelle, on fait généralement des différences finies en temps. Tu vas réagir certainement, Emmanuel. Tu dis, ouais, mais on peut faire des éléments finis en temps, et c'est vrai, hein. Sauf que quand on traite un problème 3D, il nous faut un meilleur 4D et on n'en a pas encore sous la main. Quoi. Bon, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune raison de traiter différemment le temps et l'espace. Hein. Voilà, bon, on devrait discrétiser dans l'espace-temps avec des éléments finis dans un espace 4 dimensions, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas l'usage. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Bon, donc on traite habituellement les différences finies en temps. Hein. Et ça pose quelques problèmes, comme on va voir. Donc on résout un problème spatial à chaque instant. C'est comme ça qu'on fait. Hein. Sauf que les dérivées particulières, donc je ne les ai pas fait sauter, eh bien il faut leur donner une valeur. Et là, en fait, il y a deux grandes méthodes pour estimer les valeurs des dérivées particulières à chaque pas de temps. Hein. Vous avez les méthodes dites implicites et les méthodes dites explicites. Hein. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il faut savoir ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que c'est en fait une manière d'estimer à un instant t donné, ou à un incrément de temps donné, enfin non, à un instant donné, oui, quelles sont les valeurs des dérivées particulières. Est-ce que je regarde ce qui s'est seulement passé avant, ou est-ce que je prévois ce qui va se passer après, etc. C'est la différence entre les méthodes implicites et explicites. Hein. Voilà. Bon. Donc leur approximation se fait par des méthodes diverses, suivant les logiciels. Il y a même des logiciels qui, dans certains cas, choisissent une méthode et dans d'autres, choisissent une autre. Par exemple, dans Abacus, vous avez le choix entre les deux solveurs, le deuxième étant plutôt réservé à la dynamique rapide, comme ils disent, c'est-à-dire les calculs de crash. On a besoin de moins de précision, donc on peut prendre les calculs implicites, mais a priori, l'estimation explicite de la dérivée particulière est moins bonne en précision, moins bonne en stabilité, hein, et c'est tout. Hein. Je ne dirai pas plus. Stabilité et précision, ce n'est pas la même chose. Bon,
Le choix des incréments de temps est toujours très délicat. Hein, parce que vous savez bien, rien qu'en élasticité, hein, si vous laissez les dérivées particulières, toutes les dérivées particulières, vous allez traiter des propagations d'ondes. Hein. Et donc, si vous prenez des éléments trop gros, vous allez effacer les ondes, quoi, parce que si la longueur d'onde est inférieure à la taille de l'élément, et de toute façon, puisque vous prenez les éléments, vous ne verrez jamais les longueurs d'onde inférieures à, disons, 2 ou 3 éléments. Jamais. Vous voyez, donc on fausse la solution dans le principe. Hein, c'est-à-dire, il est impossible de voir des propagations d'onde dont la longueur d'onde est plus petite que l'élément. Vous voyez ? Pour voir une onde correctement, il vous faut au moins 2 ou 3 éléments minimum. Hein. Donc vous effacez des trucs. Hein. Donc, si vous les prenez trop grands, vous masquez les phénomènes rapides. Hein. Voilà, c'est-à-dire que si vous prenez des incréments de temps trop grands, vous ne les verrez pas, les phénomènes rapides. S'ils sont trop petits, le coût du calcul est excessif. Donc là, c'est le problème qu'on a en crash, par exemple. Hein. Il nous faut... Bon. Alors donc ça, c'est des compromis d'ingénieurs. Hein. Mais en tout cas, si vous faites du calcul temporel, c'est-à-dire donc du non stationnaire, il faut avoir conscience de ça, que vous ne verrez pas tout. Hein. Vous ne verrez pas tout. Donc ça, c'est des expériences numériques qu'on peut faire dans n'importe quel logiciel. Si vous voulez regarder les propagations d'ondes, vous regardez la taille des incréments de temps que vous prenez et vous allez voir apparaître des choses ou disparaître des choses. Vous voyez, c'est important. Bon, on voit ça dans les calculs de dynamique rapide, des algorithmes heuristiques, je les qualifie comme ça parce que je ne crois pas qu'il y ait de démonstration tout à fait correcte, pour calculer des incréments de temps automatiques. C'est-à-dire quand est-ce qu'il faut avancer vite dans le temps ou quand est-ce qu'il faut avancer lentement. Voilà. Bon, j'ai vu ça. Bien, en synthèse donc, la formulation intégrale, elle est, contrairement à ce que les gens qui l'appellent faible, elle n'est pas faible du tout, elle est strictement équivalente au système d'équations à résoudre. Hein. Quels que soient les champs arbitraires. La solution est approchée parce que, premièrement, les frontières, ah oui, j'ai oublié de le signaler, mais je le rappelle là, les frontières sont approximées par le maillage. Vous changez un peu la forme de votre solide. On cherche les champs inconnus dans FPOL, hein, et donc pas dans tout l'ensemble des fonctions possibles, donc on aura forcément une approximation. Hein. Et les champs arbitraires sont réduits aussi à FPOL. Hein. C'est-à-dire qu'on a remplacé le quel que soit G par quel que soit quelques fonctions dans FPOL. Le choix des incréments de temps est délicat. Gardez ça en tête parce que sinon vous faites rapidement dire des bêtises à des logiciels notamment de dynamique crash qui vous font croire que vous avez atteint un équilibre alors que ce n'est pas vrai du tout. Hein. L'approximation tend vers la solution exacte en diminuant la taille des mailles et des incréments. Ça c'est vrai, mais on ne sait pas de combien. Hein. C'est-à-dire qu'on ne sait pas borner l'erreur, quel que soit le maillage que vous avez fait. Alors, il y a des entourloupes qui s'appellent des estimateurs d'erreur qui n'en sont pas. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont bien fait de mettre estimateur et non pas valeur d'erreur. Parce que, en fait, quand vous les regardez, ces méthodes, elles sont toujours comparaison d'un résultat par rapport à un autre résultat numérique qui lui-même, dont l'erreur est inconnue. Donc, fondamentalement, si vous voulez, je ne crois pas trop à ces choses-là. On a essayé de me faire une thèse là-dessus et j'ai refusé de la faire. Voilà. Si le système algébrique à résoudre est non linéaire, les solutions peuvent être multiples et voire inexistantes. Hein. Et le fait qu'il n'y ait pas de solution au système algébrique ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de solution au système général. Hein. C'est peut-être simplement que votre maillage n'est pas bien choisi et que si vous en preniez un plus fin, ça marcherait mieux. Bon. En cas de non-unicité, la solution fournie par l'algorithme, eh ben, elle dépend a priori de l'algorithme, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières de choisir, de converger vers une solution. Donc ça dépend de l'algorithme, déjà. Hein. Et aussi de l'initialisation. Je vous montrerai un petit exemple tout à l'heure, tout de suite même, parce que j'ai fini sur les éléments finis. Si vous définissez une initialisation, vous savez qu'il y a plusieurs solutions, et puis vous prenez une initialisation qui n'est pas loin de ce que vous espérez, eh bien, il y a des chances que l'algorithme converge vers la solution que vous avez envie d'avoir. Voilà. Bon.
Bien, je vais faire un petit retour à la résolution d'où j'étais parti. Voilà, donc j'en étais là. Hein. Et donc maintenant, je vais vous montrer quelques petits résultats faits avec le modèle TKV delta qu'on a construit en isotropie. Voilà. Alors le modèle utilisé, c'est celui-là, donc c'est le modèle TKV delta. Hein, donc j'ai donné toutes les formules, dans le polycopier, vous aurez tout, la loi de comportement. Je rappelle juste l'expression de l'énergie interne, parce qu'elle intervient dans l'équation. Et juste pour montrer encore une fois que cette idéalisation dépend des valeurs expérimentales Q1, sigma 2, tau 3, qui sont des valeurs expérimentales que vous avez trouvées d'une manière ou d'une autre. Hein, voilà. Ou idéalisé. Bon, alors, justement, j'ai pris des idéalisations, donc je vais expliquer quand même les idéalisations que j'ai prises. Hein. J'ai pris le Q1exp, là, j'ai dit, oh, c'est difficile dans les bouquins de données de matériaux, on ne trouve jamais la chaleur, la capacité thermique à déformation bloquée. On trouve toujours la capacité thermique, mais en déformation libre. Et puis on trouve aussi le coefficient de dilatation thermique sans contrainte aussi. Donc en fait, je vais remplacer le Q1exp par un Q5exp, c'est-à-dire donc la capacité thermique en dilatation libre. Et j'aurai une mesure de plus à faire, c'est la dilatation, pour que je sache de combien il faut recomprimer pour fabriquer la fonction G1. Hein. Bon, d'accord, voilà. Donc, alors, j'idéalise ça. Bon, alors, j'ai pris cet exemple, en fait, il n'est pas bon. Pourquoi? Vous voyez, c'est une idéalisation qu'on voit dans tous les cours de physique. Hein, KV 1 plus bêta facteur de T moins T0. Sauf que KV, c'est un nombre positif, hein, et que, en fait, cette idéalisation, elle ne peut pas aller bien loin. Hein, parce que sinon, je vais avoir une dilatation volumique négative, ce qui est absurde. Hein. Alors donc ça veut dire que cette idéalisation, là il faut que je fasse gaffe, il faut que les températures soient supérieures à T0 moins 1 sur bêta, hein, sinon c'est une idéalisation qui ne tient pas la route. Hein. Alors normalement il faudrait faire mieux. Heureusement dans les calculs que je vais faire, vous allez voir, ça se passe bien, hein, j'ai des variations de température de quelques degrés, non, un demi-degré, pas plus ou à peu près, donc ça va aller, hein, mais prudence, quoi, parce que si vous mettez ça dans vos équations, ça peut aboutir à des choses absurdes. Hein. Des dilatations volumiques négatives, ça n'existe pas. Voilà. Le sigma de exp, je l'ai schématisé comme ça. C'est sigma de exp de T et de 1, c'est-à-dire la contrainte sphérique récupérée dans le chemin C1, hein, et plus xi0 ln de K. Voilà, ln de KV. Hein. Donc là, c'est le ln de KV, c'est un choix arbitraire, c'est une idéalisation. Mais qui a du sens, parce que quand KV tend vers l'infini, la contrainte sphérique tend vers l'infini, et puis quand KV tend vers 0, la contrainte tend vers moins l'infini. Voilà. Vous n'aurez pas ce défaut qu'on avait trouvé dans le modèle de Piola-Kirchhoff, par exemple. Vous voyez. Bon, alors donc c'est une idéalisation raisonnable. Maintenant, j'ai mis un xi0 évidemment, il faut un coefficient. Ce coefficient, j'ai été gentil, il ne dépend pas de la température. Et si je l'ai choisi comme ça dans mon modèle, c'est que je n'ai pas trouvé de valeur qui me permettent de décrire un xi0 fonction de la température décent. Hein, j'en ai pas trouvé. Bon, donc j'ai dit constant. Voilà. Hein. Donc c'est un modèle simple. Hein. Pareil pour le cisaillement. Bon, alors j'ai mis mu0 gamma. Hein. Gamma, vous vous rappelez, hein, c'est la pente de... Bon, alors proportionnelle à gamma. C'est complètement arbitraire, hein, ça n'a aucune... voilà. Bon, voilà. Et donc, contrainte tangentielle dans un glissement sans dilatation sphérique initale. C'est le taux exp1, je ne sais pas si vous vous rappelez du cours. En fait, pour avoir le taux ex, il faut le diviser par kV. Bon, voilà. Bon. Alors, donc, bon, il faut revoir en détail le modèle de TKV delta que j'avais donné. Donc, j'ai choisi les coefficients tous constants en température, parce que je n'avais pas d'autres données. Voilà, bon. Et le comportement mécanique, bon, vous l'avez vu, ça s'écrit comme ça. Hein. Et avec les idéalisations que je viens de donner, voilà la loi de comportement, voilà les K0 et K1 qu'il y a en utilisant ces idéalisations dans la loi de comportement. Voilà. Bon. Donc c'est le modèle que
je prends pour calculer les simulations que vous allez voir. Le comportement thermique, je ne me suis pas cassé la tête, j'ai pris la loi de Fourier parce que c'est pareil. Dans les données matériaux dont je dispose, je connais le coefficient de conduction thermique, mais jamais en fonction de la température ou donné comme je viens de l'exprimer ici d'une manière un peu stupide. Voilà, bon. Et la résolution, eh bien, j'utilise la méthode des éléments finis, celle que je viens d'exposer, mais dans COMSOL. Alors pourquoi COMSOL? Je n'ai pas d'action chez eux, mais au moins c'est un logiciel qui fait des éléments finis sans physique. C'est-à-dire qu'on dit au logiciel, voilà les équations que je veux résoudre, ou bien, c'est plutôt la deuxième méthode que j'ai, voilà la formulation intégrale de mon problème, sans lui dire je fais de la mécanique, sans lui dire je fais de la thermique ou quoi que ce soit. Donc là, je suis tranquille, je ne suis pas embêté avec les lois de comportement téléphonées qu'il y a dans les logiciels spécialisés dans la mécanique des solides. Donc ici, la loi de comportement, je vais y rentrer, celle-là, celle qui est écrite au-dessus, je l'ai rentrée dedans, mais je ne lui ai même pas dit que c'était une loi de comportement, j'ai dit, voilà la relation entre sigma et U, voilà, c'est tout. Hein. Rien d'autre. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprétation physique. En fait, on peut... donc ce n'est pas une interprétation physique, mais ce logiciel a aussi un petit avantage qui n'est pas négligeable, c'est qu'on peut donner des unités aux grandeurs, et donc il fait la vérification de la cohérence des unités, et c'est bien commode. Hein, voilà, c'est assez sympathique. Bon, mais on fait ce qu'on veut. Alors que dans les autres logiciels, donc moi je lui ai posé ça, évidemment on impose un maillage, et la résolution numérique du système algébrique, eh bien on peut l'aider en allant fouiller pour choisir tel algorithme ou tel autre, mais on n'est pas obligé de s'en préoccuper a priori. Voilà. Et en tout cas, il n'y a pas ni de tenseur de déformation imposé, ni de loi de comportement imposée, c'est nous, l'utilisateur, qui rentrons ces choses-là. Vous voyez? Donc j'ai utilisé B, sans lui dire que c'était un tenseur de déformation. D'accord? Voilà. Bien. Alors, bon, ne soyons pas trop méchants. On voit bien qu'une utilisation comme ça de COMSOL, on ne peut pas mettre ça dans toutes les mains. Hein. L'ingénieur devrait faire la préparation de la formulation variationnelle de son problème, et puis écrire dans le logiciel la loi de comportement, la définition de toutes les variables qu'il y a intermédiaires, f, gradient de u, machin, etc. C'est des choses qui demandent du travail, hein, parce que en fait, je n'ai pas fait les substitutions, j'ai simplement défini des variables, et puis je fais allusion à ces variables en fonction d'autres, etc. Vous voyez? Bon, donc ça demande un travail de préparation qu'on ne peut pas mettre dans les mains d'un ingénieur moyen, je le comprends volontiers. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des boîtes à outils pour faire de la mécanique, pour faire de la thermique, et ça s'appelle maintenant COMSOL multiphysique, parce qu'ils ont fait des boîtes à outils qui rentrent les équations. Sauf que dans ces boîtes à outils, par exemple pour la mécanique, eh bien, le seul truc qu'il y a, c'est un tenseur de déformation qui s'appelle epsilon, dont j'ai déjà parlé, je crois, hein, et pas d'autre chose. Vous voyez? Les lois de comportement, comment? Je ne suis pas encore au courant de tout. Mais ah ben tant mieux. Ah oui, c'est les autres, c'est ceux qui ne sont pas objectifs. Ah oui, c'est vraiment dommage. Bon, ça va s'arranger sans doute un jour, parce que bon, ils vont bien se rendre compte du problème, mais c'est pas grave. Donc enfin, moi je ne me préoccupe pas de ça. Et donc, puisque vous connaissez COMSOL, j'irai vous poser des questions, parce que moi, la version que j'ai, il n'y avait pas, il n'y avait que epsilon. Hein, bon. Mais alors donc, voilà, je n'utilise pas la boîte à outils, j'écris mes équations, j'écris mes lois de comportement, j'écris mes variables, etc. Et c'est tout. Donc là, je vais utiliser B, défini comme FF transposé, non pas F transposé F. Hein, voilà. Et donc, j'ai défini les relations cinématiques que j'ai écrites tout à l'heure. Voilà. Le comportement mécanique et thermique. Voilà. Donc c'est à transcrire dans le logiciel. Donc il y a un travail de préparation important, mais vraiment on fait ce qu'on veut. Voilà, ça c'est bien. Hein. Description de Lagrange des champs, évidemment, et la formulation intégrale, c'est celle que j'ai donnée, elle est plutôt simple à écrire en fait, parce que comme je ne développe pas les sigma, machin, etc., et puis que je définis des variables intermédiaires, en fait c'est relativement facile à écrire à condition de définir des variables. Vous voyez? Voilà, bon, alors...
sur D0 et sur frontière de D0 pour écrire les conditions limites. Et voilà. Bon, c'est simple. Hein. Enfin, c'est simple. Il y a du travail. Voilà. Et vous verrez les détails dans le PDF. Donc, j'aime bien ce logiciel parce que je fais ce que je veux. Hein. Tandis que si vous prenez des logiciels métiers, généralement, on a le choix dans un menu de lois de comportement qui ne sont pas celles que vous voulez prendre. Hein. Et en grande déformation, il y a des choses douteuses. Et en plus, quand on lit le manuel théorique, il y a aussi des choses douteuses du côté des dérivés, des dérivés objectifs, qui n'en sont pas. Voilà. Bon, donc, voilà. Là, il n'y a pas de dérivés objectifs, là, rien. Il ne sait même pas ce que c'est. Alors, on va commencer par un truc simple. Traction d'une barre d'acier. Le matériau, j'ai été pêcher les valeurs dans le logiciel, il y a un catalogue de matériaux, c'est de l'acier, bon, j'ai pris un certain acier, voilà, où j'ai pu avoir toutes ces valeurs, donc la chaleur, la capacité thermique, bêta c'est la dilatation volumique, en température, xi0, mu0, là j'ai bricolé un peu puisque dans les matériaux on vous donne E et nu, mais bon, on sait les transporter en supposant que les valeurs du coefficient de Poisson et du molybdium, c'est les valeurs quand il n'y a pas de déformation, donc j'ai fait comme ça, hein, pour calculer un mu et un xi, bon. Et tout ceci à 20 degrés C. Et je les ai pris constants. Ça ne dépend pas des températures. Conditions limites, c'est les conditions limites standards pour un essai de traction. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Donc il y a une base pas fixe. On laisse les dilatations latérales et tout ça. Bon, ça, c'est des choses, des détails sur lesquels je passe. Et j'impose un déplacement de la longueur L de L0 jusqu'à 3 millièmes de L0. C'est-à-dire que je reste vraiment dans les conditions d'essai que tout le monde fait sur une machine de traction dans la zone élastique. Hein, voilà. Bon. Et à la vitesse de 4 mm par minute. Et je vais faire un arrêt. Alors 5 secondes, non, en fait, des fois, il faut faire un arrêt de plus longtemps. Enfin, bon. Juste pour regarder ce qui se passe en fonction du temps après avoir arrêté la machine. Voilà. Bien. En thermique, je vais prendre 3 conditions limites différentes. Le premier cas que je vais traiter, c'est les frontières complètement adiabatiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de flux de chaleur tout autour de l'éprouvette. D'accord ? Le deuxième, ça sera des frontières avec température imposée, à 20 degrés C, par exemple. Hein. Et la troisième, c'est la surface latérale est adiabatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte de chaleur, mais les extrémités de l'éprouvette sont à 20 degrés C. C'est une manière de dire que la masse des morts est tellement importante qu'on peut considérer ça comme un thermostat. C'est-à-dire que s'il y a même un peu d'échange de chaleur entre l'éprouvette et les morts, ça ne va pas faire varier la température de cette frontière-là. Voilà. C'est une idéalisation, hein, mais c'est intéressant de regarder les différences de résultats qu'on obtient dans ces 3 conditions limites thermiques différentes. D'accord ? Voilà. Le type de calcul, c'est un calcul temporel, puisque j'ai envie de regarder l'évolution des températures en fonction du temps. Hein. Donc je fais un calcul temporel, mais quasi statique, c'est-à-dire que j'ai enlevé les accélérations dans les équations de mouvement. Donc j'ai fait en fait divergence de sigma égale 0. Donc je dis aussi en même temps, j'ai négligé les forces de pesanteur. D'accord ? Voilà. Hein. Donc pas d'accélération, donc je ne verrai pas d'onde, hein, puisque je n'ai pas les U point, hein, mais je garde le T point. Vous voyez, pour regarder ce qui se passe pour quelque chose de lent, sans accélération, etc. Voilà. Le maillage, j'ai pris une éprouvette cylindrique, donc axis symétrique. Voilà le maillage d'un plan, de demi-plan méridien de l'éprouvette. Vous avez l'axe en dessous, c'est le... Voilà. Et voilà, je vous montre le masage pour vous montrer la finesse globale. Hein. Et j'ai pris le premier maillage qui vient, c'est-à-dire des triangulaires basés sur la méthode de Delaunay, c'est-à-dire qui donne des triangles aussi équilatéraux que possible. Bon, les résultats. Alors, premier résultat, les frontières sont adiabatiques, c'est-à-dire que les températures sont... Et on constate que les températures sont uniformes. Je n'ai pas fait de graphique parce que la figure n'est pas intéressante. Vous voyez une couleur uniforme de température dans l'éprouvette. Hein. Et ce que j'ai gracé, c'est l'évolution de la température en fonction du temps. Alors, donc, la température pendant le mouvement,
hein, donc jusqu'à 2,25 secondes, hein, ça descend linéairement en fonction du temps, parce que c'est à vitesse constante. Hein. Et puis après l'arrêt du mouvement, comme c'est adiabatique, il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, eh bien la température reste comme elle est. Hein. Il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, donc les frontières adiabatiques, ça donne ça. Et les températures sont uniformes dans l'éprouvettes. Voilà. La chute de température, je ne sais pas si vous voyez bien les chiffres, mais c'est donc 0,59 degrés. Hein. Donc 0,6 degrés, disons. Hein. C'est-à-dire en dessous de 1 degré. Ce n'est pas énorme. Hein. Mais les chiffres que j'ai pris, c'est les conditions d'essai habituelles d'une machine de traction, 4 mm minute. Hein. C'est ce qu'on prend souvent. Et des allongements limités à 3 pour 1000. Là, c'est la courbe de traction que tout le monde aime bien voir. Hein. Voilà, c'est sigma en fonction de... Alors, d'habitude, on mettait epsilon. Moi, j'ai calculé proprement epsilon v, pour que ça soit nul quand il n'y a pas de déformation, epsilon v, c'est-à-dire le vrai tenseur epsilon v, puisque j'avais f, hein, c'est facile à calculer. D'accord ? Voilà, et dans la direction ZZ. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est ce que tout le monde avait envie de voir, hein, une droite. Hein. Et effectivement, tant qu'on n'a pas des déformations plus importantes, mais dans l'acier, je ne peux pas le faire, parce que je serais passé dans une zone où je suis plus élastique. On verra tout à l'heure dans le caoutchouc que c'est la même loi de comportement, elle n'est pas linéaire en fait, dès qu'on va un peu plus loin. Voilà, quasi-linéarité. Hein, mais je rappelle donc que le epsilon v, il est inférieur à 3 pour 1000, hein, donc c'est pas... Alors maintenant, on va refaire la même chose, mais en imposant une température de 20 degrés sur toutes les frontières de l'éprouvette. Voilà. Alors, la courbe de température, c'est plus la même. Hein. D'abord, elle est plus droite, et pourtant la vitesse est toujours constante. Hein. Mais ça se réchauffe pendant le mouvement. Donc, c'est-à-dire que l'éprouvette refroidit bien, mais elle moins vite qu'elle ne le faisait avant. Tout simplement parce qu'il y a des pertes de chaleur, parce que les frontières sont imposées à 20 degrés. Hein. Bon, et la chute de température, elle n'est plus au cœur de l'éprouvette, c'est-à-dire à la fin du mouvement, elle n'est plus que de 0,24 degrés, alors que tout à l'heure, c'était 0,59. Et puis, pendant la période d'arrêt, eh bien, on voit l'éprouvette se réchauffer, toujours à cause des échanges, puisque j'ai imposé 20 degrés, hein, 20 degrés à la frontière. Vous voyez ? Bon, alors donc, là, c'est... comme ça, et voilà le champ des températures, donc à 2,25 secondes, c'est-à-dire juste au moment où on arrête la machine. Hein, donc avant la stabilisation. Parce qu'après la stabilisation, quand les températures se sont uniformisées, on retrouve une contrainte uniforme. D'accord ? Donc voilà le champ des températures, il est un peu perturbé. Bon, alors, je vais prendre mes lunettes. Je ne suis pas sûr que vous arriviez à lire les petits chiffres en haut et en bas. Enfin, moi, j'y arrive pas. Voilà. Vous allez donc une chute de 0,24 degrés. Oui, c'est ça. Oui. Bon, bah non. Bah oui, je l'avais marqué au-dessus. Donc, en fait, l'échelle de température, c'est quand même pas énorme, quoi. Vous voyez des isocouleurs, mais ça varie peu. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, le sigma en fonction de epsilon zz, bon, bah ça donne à peu près la même chose. Hein. Et le champ des contraintes, ben, vous voyez aussi qu'il n'est pas uniforme non plus. Hein. C'est-à-dire qu'on est obligé de regarder les variations de contraintes. Bon, mais les chiffres, c'est pas grand-chose, hein, c'est quelques mégapascales. On passe de 411 à 413, 2 mégapascales de différence dans la variation. Mais enfin, bon, le champ n'est pas véritablement uniforme. Vous voyez ? Ça, c'est toujours pareil, hein, c'est au moment de l'arrêt de la machine. Mais après, si on laisse se réchauffer tout ça, le champ va redevenir uniforme. Bon, voilà. Alors, j'ai fait un autre petit calcul avec la vitesse de 10 mm par seconde à la place de 4 mm par seconde, et ça va refroidir un peu plus parce qu'on ne laisse pas le temps de se réchauffer. Hein. C'est-à-dire qu'on trouve que la température au centre à la fin du mouvement, c'est de 0,42 et non pas de 0,29. Voilà. Ça ? Bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Ouais, très bien. Allez, troisième essai. On change les conditions limites encore.
Cette fois-ci, donc, c'est adiabatique sur les bords et isotherme sur les extrémités de l'éprouvette à cause des morts qui sont des thermostats. Hein. Alors la chute de température, là, ben, ça va plus loin parce que, en fait, comme c'est adiabatique sur les bords, les échanges de chaleur ne se font qu'aux extrémités, là où il y a les températures à 20 degrés. Et voilà le champ de température. Vous voyez, les isothermes sont horizontales, hein, puisqu'il n'y a pas d'échange sur la surface latérale. Hein. Voilà. La courbe sigma en fonction de epsilon, la voilà. Bon, ça ne change pas grand-chose, ça varie un petit peu quand même, puisque les températures ne sont pas les mêmes. Donc, et voilà, c'est la petite courbe que je voulais vous montrer. Ça, c'est la courbe de la force en fonction du déplacement. Et pour des temps, d'abord pendant le mouvement, donc vous retrouvez la ligne droite, puis ensuite pendant le réchauffement de l'éprouvette, c'est-à-dire sa mise à température uniforme, où on a arrêté le mouvement et on attend. Hein. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que la force diminue de quelques newtons. Et ça, si vous faites des expériences sur une machine de traction en tirant sur une éprouvette, vous pouvez le constater. C'est-à-dire que vous verrez, vous tirez sur l'éprouvette et vous arrêtez le mouvement et vous attendez. Hein. Et vous verrez que la force va diminuer un peu. Quelques décimales, hein, pas grand-chose, mais ça va diminuer un peu et c'est toujours comme ça. Pourquoi? Parce que l'éprouvette se réchauffe. Et donc, elle a tendance à se dilater. Donc, pour obtenir cette longueur que vous avez imposée en arrêtant la machine, il y a moins d'effort. Voyez, donc, on voit, donc là, c'est un zoom sur l'extrémité de la courbe, quoi, hein, et on voit qu'effectivement, le logiciel voit, avec ce modèle, la diminution de la force pendant l'uniformisation des températures. Voilà. Le champ des contraintes, donc, il est quasiment uniforme. Alors voilà, il y a des petites perturbations dans les deux coins, là. Pourquoi? Eh bien, parce que j'ai violé une des conditions mathématiques de mon problème. J'ai dit c'est isotherme, non pardon, j'ai dit adiabatique sur la surface latérale, donc une condition de Neumann, et puis sur la surface supérieure et inférieure, une condition de Dirichlet. Et au point, sur le cercle en fait supérieur, il y a les deux conditions à la fois. Hein. Donc, je ne suis pas sûr que les petites zones que vous voyez colorées dans les coins aient beaucoup de signification. Hein, voilà. Hein. Bien. Bon. Alors, ça, c'était l'essai de traction. Hein. Tout le monde connaît ça, sauf qu'on a regardé les températures un peu finement pour voir que, des fois, il faudrait peut-être faire attention. Hein. On va faire une forte flexion d'un bloc de caoutchouc. Bon. Le matériau, c'est le même modèle que tout à l'heure, TKV delta, il n'y a que les coefficients qui changent. Hein. Alors, donc, les valeurs que j'ai pris là pour les coefficients, c'est un caoutchouc vulcanisé. C'est des valeurs que j'ai récupérées aussi dans Comsol. Voilà, c'est vraiment, je ne me suis pas cassé la tête. Hein, il y a un catalogue de matériaux. Caoutchouc vulcanisé, j'ai pris les valeurs qui correspondaient. Et les conditions limites mécaniques, les normales de la face supérieure sont imposées horizontales. On va rediscuter de ça dans un instant. C'est-à-dire, en fait, j'ai écrit comme ça. Ça, c'est pas possible à faire dans certains logiciels, ça. De dire que la normale à une face a une autre direction. Voilà la condition que j'ai mise. Hein. Bon, je vais peut-être présenter, excusez-moi, la figure, voilà. Hein. Voilà le bloc de caoutchouc. Les normales sur la face supérieure, elles sont verticales. Eh bien, je dis, comme condition limite, à la fin de mon calcul, elles doivent être horizontales. Vous voyez, c'est ça. Hein. Donc, c'est l'équation que j'ai écrite là-haut. Hein. F.E3 sur norme de F.E3, ça c'est la normale. Enfin, plutôt la normale. Oui, c'est ça. La normale actuelle. Hein, E3, c'est la normale initiale. Hein, donc, la normale actuelle doit être égale à E1. Voilà. D'accord? Bien. Donc, la solution est non unique. Ça, c'est clair, hein, parce que vous pouvez imaginer votre bloc de caoutchouc. Je dis que le bloc, que la surface doit être horizontale, mais elle peut être horizontale comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y a plein de solutions, une infinité, j'en suis sûr. Vous voyez? Bon, j'ai dit ni à quelle distance horizontale, ni à quelle hauteur. Hein, voilà. Donc, c'est une solution non unique, c'est fait exprès. Hein. Mais l'algorithme, il va en trouver une, parce qu'on lui dit de converger, il va converger. Hein.
Ensuite, les conditions thermiques, alors là, bon, on ne va pas tout mélanger tous les problèmes. J'ai dit c'est isotherme à 20 degrés et j'ai même pas l'équation de la chaleur. C'est juste pour rendre les résultats pédagogiques. Hein. Voilà, pas d'équation de la chaleur dans le caoutchouc ici. Hein. Bien. Le type de calcul, donc, c'est une solution stationnaire, c'est-à-dire que vraiment j'ai quasi statique, c'est-à-dire j'ai divergence de sigma égale 0, j'ai supprimé les forces de volume et les T points égale 0, que je n'avais pas tout à l'heure. Hein. D'accord ? Bien. Donc, temps, je vais quand même avoir un temps, mais un temps fictif. En fait, non, non, je me suis trompé, j'aurais dû l'enlever, ça. Il n'y a pas besoin. Pas d'équation de la chaleur. Et la convergence, c'est ça l'important, est guidée, c'est-à-dire que j'ai donné une approximation initiale de la solution. Hein. Alors, je vais peut-être faire un dessin pour vous montrer l'approximation initiale que j'ai dessinée, que j'ai définie. Vous allez voir, la déformée, je vais obtenir quelque chose comme ça. Hein. Et l'approximation initiale que j'ai donné un champ de déplacement initial qui fait ça. Vous voyez ? C'est-à-dire il était facile à écrire, hein, c'est des relations linéaires. Donc j'ai donné un champ de déplacement initial comme ça, et j'ai laissé converger l'algorithme à partir de cette solution approximative là. D'accord ? Voilà. Alors bon, il faut travailler un peu pour fabriquer le champ de déplacement qui, pas tellement en fait, c'est pas très très compliqué, qui passe de ce domaine-là hein, à ce domaine-là. Bon, c'est pas si difficile que ça. Hein. Voilà, donc j'ai donné une solution approchée. Et donc voilà, donc le maillage 3D c'est ça, la déformée que j'ai obtenue, donc avec le guess initial que je viens de décrire, eh bien c'est celle-ci, hein, comme ceci. Bon, alors en fait j'avais envie d'obtenir, parce que j'avais donné le guess initial qui va bien, avec notamment la bonne position de la face ici, de façon à ce que la longueur de moyenne soit égale à la hauteur de l'éprouvette. J'avais envie de trouver quelque chose de voisin de la flexion pure. Hein. Voilà, mais je l'ai fait exprès. Hein. J'ai simplement donné un guess initial et c'est tout. Bien. Alors les résultats. Alors, vous regardez ici quelques coupes qui donnent les allongements relatifs longitudinaux. Hein. Donc epsilon v zz. Hein. Donc vous voyez en rouge la partie tendue, en bleu la partie comprimée. Bon, c'est bien ce qu'on s'attend à voir dans une forte flexion. Hein. Et là, vous voyez l'expression des contraintes normales. Hein. Donc les sigma zz. Hein. Avec, bon, c'est pratiquement la même figure, sauf que les échelles sont différentes. Là, à droite, vous avez des mégapascales. Hein. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un calcul 3D, un vrai, quoi. C'est-à-dire que si vous regardez la forme de la section droite, après déformation, c'est loin d'être un carré. Hein. Voilà. Bon, alors donc, l'extrados est creusé, l'intrados est gonflé. Hein. Et puis, les côtés, ben, ils sont plus parallèles. Voilà, ça se voit bien sur les figures, quoi. Voilà. Hein. Bien. La distorsion stérique maximale, moi je m'intéresse à mes variables d'état, donc la valeur de delta, donc voilà la distribution de la variable d'état delta, hein, et voilà la distribution du kV, hein, donc de la dilatation volumique. En fait, si vous regardez les chiffres, vous verrez que avec les données que je me suis données dans le caoutchouc, c'est quasi incompressible. Hein, c'est-à-dire que en fait, si on calculait le module Young, enfin pardon, le coefficient de Poisson équivalent, on aurait quelque chose comme 0,45 ou 0,46 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire pas loin de 0,5. Hein. Bon, donc c'est quasi incompressible, mais bon, on voit qu'il y a quand même une petite dilatation volumique à l'extérieur et une petite compression volumique à l'intérieur, mais vraiment les chiffres sont très petits. Donc voilà pour la forte flexion d'un bloc de caoutchouc. Bien. Là, je reprends le même bloc de caoutchouc, mais je lui tire dessus. Mais cette fois-ci, comme c'est du caoutchouc, je vais me permettre d'aller à plus loin de 3 pour 1000. Hein. Donc, on prend la même éprouvette que précédemment, le même type de calcul, le même matériau, et le même type de calcul, c'est-à-dire isotherme. Je ne m'embête pas avec les chaleurs pour l'instant, c'est juste pour faire pédagogique, hein, j'aurais pu, ça ne posait pas de problème. Hein. Et donc, quasi statique, c'est-à-dire je n'ai pas envie de voir d'onde, hein, donc j'ai fait divergence de sigma égale 0. Voilà la courbe de compression. Hein. Donc en fait, on part d'en haut à droite et on comprime avec les allongements négatifs. Hein. Voilà. Donc vous voyez que là, c'est en fait pas vraiment linéaire. Hein.
Et la courbe de traction, la voilà, hein, c'est pas linéaire non plus. Vous voyez, avec le même modèle que tout à l'heure. Hein. Si tout à l'heure j'ai trouvé des courbes linéaires, c'est simplement que j'ai eu des déformations ridicules, tandis que là j'ai été à 200% et moins 50%, c'est-à-dire doubler la longueur ou diminuer de moitié. Vous voyez quoi, c'était le... Et donc là, on voit clairement que le comportement que j'ai choisi pour un milieu quasi incompressible n'est pas du tout linéaire. Hein. Alors bon, c'est pour ce modèle-là. Hein, c'est-à-dire que je pourrais changer les coefficients, je pourrais aussi changer de modèle. Hein. D'accord ? Bien. Le dernier essai que je voulais vous montrer, c'est l'essai de glissement. Voilà, je vous ai dit tout à l'heure, le glissement, on en connaît bien la cinématique avec la répartition des déplacements linéaires et tout ça. Bah, c'est pas tout à fait vrai, vous allez voir. Hein. Voilà. Bon. Alors, j'ai pris une éprouvette de 100 mm de long, 25 de large et 5 mm d'épaisseur. Donc, vous voyez à peu près, c'est une éprouvette classique pour faire des essais de cisaillement sur des élastomères. Hein. Et donc, le déplacement est de 5 mm. Donc, c'est quand même important comme cisaillement. C'est autant que l'épaisseur. Hein. Donc, le gamma, il n'est pas petit. Là, hein, il va jusqu'à 1. D'accord ? Voilà. Donc, on n'est pas du tout en petite déformation. Et le même type de calcul que précédemment, et pour être pédagogique, j'ai viré les températures, on va faire comme si c'était isotherme, c'est-à-dire donc qu'on fasse ceci extrêmement lentement, de façon à ce qu'on soit sûr que les températures soient uniformes à chaque instant. Bon, voilà, donc isotherme et quasi statique. Donc voilà le résultat. Alors, ce que vous voyez, les flèches bleues, c'est quelques valeurs du vecteur déplacement en différents endroits de l'éprouvette. Alors au milieu de l'éprouvette, et puis assez près des bords, en fait, vous voyez que le champ de déplacement que j'avais supposé est assez correct. Mais sur les bords, vous avez l'effet ménisque hein, qu'on constate, et vous le voyez clairement que le champ de déplacement est tout à fait perturbé par rapport au champ de déplacement du milieu, près des extrémités de l'éprouvette. Voilà. Alors on avait fait cette hypothèse quand on a calculé, on a dit l'éprouvette est dans un état uniforme de déformation. Pas tout à fait. Sur les bords, ça ne va pas bien. Mais ce n'est pas très grave, en fait, parce que la courbe que j'ai tracée en dessous, c'est la valeur de F, la force qu'on exerce sur la plaque supérieure, divisée par la section de collage de l'éprouvette sur la plaque supérieure, F sur S. Donc ça, c'est ce qu'on mesure expérimentalement, et on dit c'est la contrainte tangentielle uniforme dans l'éprouvette. Eh bien, vous avez les deux courbes F sur S et puis la contrainte au centre de l'éprouvette, la contrainte tangentielle au centre de l'éprouvette. Vous avez ces deux courbes, vertes et bleues, qui sont confondues. C'est-à-dire que, en fait, sur la majorité de la zone de l'éprouvette, la valeur de la contrainte est très bien estimée par F sur S. Il n'y a que tout près des bords qu'on fait une erreur un petit peu notable. Voilà. Donc en fait, l'essai de cisaillement est un peu validé par ce genre de simulation. D'ailleurs, oui, bon, c'est pas tout à fait uniforme sur les bouts de l'éprouvette, c'est vrai, hein, mais en réalité, dans la plupart de l'éprouvette, c'est uniforme et on le constate assez bien. Hein. C'est sur une petite longueur, quoi. Et là, j'y ai été franchement, hein, puisque c'est jusqu'à 45 degrés, c'est-à-dire c'est des déformations qui sont importantes. Quoi. Donc voilà. Bien, il est temps de faire une petite conclusion. Oh, je suis pas mal dans le timing. Bien. Alors, je rappelle, définition de l'élasticité. Hein. Les variables d'état tensoriel sont la température, un tenseur de déformation et des directions d'anisotropie. Et rien d'autre. Pas de variable d'état mnésique. C'est important, ça. Hein. La dissipation intrinsèque est nulle. Deuxième axiome de l'élasticité. Hein. Troisième, donc, dissipation thermique, elle, est toujours non négative. Il n'y a aucune raison que les températures soient uniformes. Donc, il y a toujours un gradient de T, donc il y a toujours un Q hein, dans un courant de chaleur dans le matériau. Hein. Sauf dans des essais particuliers, comme on l'a vu en adiabatique, où là, les températures sont uniformes, mais sinon... et puis, c'est sensible, c'est-à-dire on le voit à la vitesse de descente des températures, ces choses-là. Bien. Le tenseur des contraintes est une fonction d'état, ça aussi, ça nous a servi, hein, parce que si sigma était une fonction de D, je n'aurais pas pu dire que lorsque j'ai T de point D égale 0, quel que soit D, si T dépendait de D, eh bien, je n'aurais pas pu dire que T était égal à 0.
Hein. Bon, donc c'est les 3 axiomes dont strictement nécessaires et suffisants pour définir l'élasticité. Après, c'était du déroulé automatique. Donc, le modèle d'élasticité thermodynamiquement admissible, vous devez choisir les variables scalaires. Ça, c'est le déterminant sur le modèle que vous allez construire. Hein. Donc, choisir les I1, IP. Alors, ou bien vous les prenez tous, comme ça vous êtes tranquille, mais vous aurez beaucoup d'expérience à faire, ou bien vous les sélectionnez de manière intelligente pour dire, bon, ben voilà. Ça, c'est déterminant sur le modèle que vous allez construire. Hein. Et l'expression d'une énergie libre physiquement justifiée, c'est-à-dire basée sur des expériences. De la manière que vous voulez, on ne peut pas écrire n'importe quel psi comme ça, sinon vous allez construire n'importe quoi. Hein. Voilà. Quelle que soit l'évolution, phi égale 0 implique le comportement mécanique, ça vous l'avez vu, c'est le raisonnement que j'ai déroulé, hein, c'est-à-dire qu'en utilisant donc, le fait que la dissipation intrinsèque est nulle dans toute évolution, j'en déduis la forme de la loi de comportement, et quelle que soit l'évolution, la dissipation thermique est non négative, ça nous donne un grand choix dans les lois de conduction thermique. Hein. Ça ne donne pas la loi, ça donne un choix, parce que c'est une inégalité, tandis que sur la ligne de dessus, c'est une égalité. Vous voyez, c'est pas pareil. Hein. Bien. La loi de Hooke n'est pas thermodynamiquement admissible, je tiens à le rappeler, hein, puisqu'il n'y a pas de psi qui conduise à la loi de Hooke, et puis une égalité entre un sigma objectif et un tenseur epsilon qui ne l'est pas, il y a un problème. Bien. Et un problème d'élasticité, eh bien, d'une manière générale, la résolution numérique est incontournable. Hein. Voilà. Bon, maintenant, une petite annonce pour la suite. Hein. Le prochain épisode, on parlera de comportement inélastique. J'ai mis au pluriel, parce que là, il est impossible de faire une généralité. C'est-à-dire qu'on va voir comment construire des modèles inélastiques, mais pas tous. C'est impossible, c'est-à-dire qu'il y a une grande possibilité de variété, rien que dans le choix des variables d'état mnésiques. Bien. Donc au programme, ce qu'on verra. L'inélasticité, qu'est-ce que c'est? D'abord, hein, définition. Ensuite, des inélasticité sans variable mnésique. On n'a pas forcément besoin de variable mnésique. En fait, j'ai donné les 3 principes qui désignent l'élasticité. Il suffit d'en violer un pour que ce soit inélastique. Hein. Donc, on va construire déjà des modèles inélastiques sans variable mnésique. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de se souvenir du chemin par lequel on est passé, hein, pour construire des modèles inélastiques. Ensuite, un développement sur une inélasticité à une seule variable mnésique, sans dire quelle est-elle. C'est-à-dire qu'on va pousser les raisonnements thermodynamiques jusqu'au bout, jusqu'au moment où on dit maintenant il faut faire un choix, et donc on va faire différents modèles inélastiques. Mais on peut, pour gagner du temps, en fait, développer complètement les conséquences du second principe avec une variable mnésique, une seule, pour voir comment ça se passe. Voilà. Après, comme exemple d'application de la plasticité, de l'endommagement, enfin, un modèle de plasticité, un modèle d'endommagement, je ne dis pas que ce sont les seuls, parce qu'on peut faire des modèles de plasticité avec des variables mnésiques plus compliquées qu'une variable scalaire. Hein, voilà. Mais vous verrez que celui-là, il ne marche pas si mal. L'inélasticité a plusieurs variables mnésiques, et puis là, je ne sais pas le temps dont je disposerai pour développer un ou plusieurs modèles. Bon, je me donne rendez-vous environ un an, ou non, pas un an, oui, si, pas loin, ouais. Bon, il y aura les vacances quand même entre deux, pour essayer de développer un modèle ou deux pour le rendre plus conséquent. Mais déjà, à partir des 2 premiers, vous aurez la méthode, parce qu'on ne va pas changer de méthode. Hein. On va faire une thermodynamique à 2 variables scalaires, et puis après, on verra les interprétations qu'on peut donner à ces variables scalaires, etc. Et puis donc, bon, ben voilà, place aux jeunes, c'est-à-dire c'est vous qui ferez la suite. Voilà. Bien, je vous remercie de votre attention.